à la fin. L'enregistrement, alors tu veux que je te dise où c'est? Enregistrer et transcrire, tu vois les trois petits points Ouais, là-haut, c'est bon, je l'ai. dessus? Ok, C'est ben, bon. et ben on va pouvoir commencer. Donc voilà, pour les besoins donc, de confidentialité et donc forcément de diffusion, je vous informe donc que la réunion est enregistrée. Il vous sera communiqué un lien en toute logique après la réunion pour que vous ayez une revue de cette réunion. On va démarrer dans un premier temps par un petit partage d'écran. Euh, Tac, j'irai sur l'écran numéro 2. Je vois tout le monde et je vois également les réactions. Donc voilà, n'hésitez pas. Sujet de la soirée, la sous-location professionnelle. Alors le sujet, ça fait un moment qu'on en parle. Moi-même, je me suis intéressé un peu à la sous-location, tant sur le plan technique que sur le plan opérationnel. J'avais voulu en faire. Et Samia, ça fait maintenant facile 2 ans qu'on se connaît. Et du coup, tu as toujours été quasiment dans la sous-location. Et donc, depuis longtemps, on a voulu organiser quelque chose. On s'est dit, pourquoi pas un Zoom privé. Et l'idée de l'atelier, c'est de pouvoir permettre à tous ceux qui n'ont pas démarré ou qui ont déjà démarré, peut-être sous peu, de trouver réponse à leurs questions dans la pratique, puisque tu nous parleras un peu de ce que tu fais tout à l'heure. Et moi, pour ma part, de vous répondre sur les aspects, on va dire, plutôt légal et fiscal. Donc, les deux points ensemble. Rappelez-vous, il y a 2 professionnels autour de vous, Samia en tant qu'investisseuse, on se présentera tout à l'heure, et moi en tant que représentant de cabinet d'expertise comptable sur les aspects fiscaux, bien entendu, liés justement à la sous-location. Alors, on démarre. Bonsoir, bonsoir à tous. Du coup, s'il y en a des nouveaux qui nous ont rejoints, je vois plus toutes vos têtes. Donc, on va commencer un peu par se présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Samia. De formation, en fait, je suis ingénieure textile. Et donc, j'ai travaillé pendant plusieurs années au sein de la maison Chanel sur les stratégies de la marque et le développement des produits Chanel. Donc, c'était très intéressant comme expérience, mais on va dire que c'était très intense. Donc, en parallèle de mon activité, j'ai commencé à investir avec mon mari Kamel. Et puis, on va dire qu'à la période Covid, c'était un peu une période, j'ai l'impression, chamboulement pour pas mal d'entre nous, remise en question de notre job. Et donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas se lancer à temps plein dans l'activité immobilière. Donc, nous, en fait, on a vraiment commencé par la partie investissement. Donc, aujourd'hui, on est propriétaire de 7 biens. Donc, on est situé sur les secteurs de Lille, Nice et Paris. Et actuellement, on a 8 biens qu'on exploite en sous-location professionnelle. Donc, comme je vous disais, on a commencé par les investissements depuis 2017. Et l'activité de sous-loc, ça a commencé il y a 2 ans. Et aujourd'hui, au global, on a en fait exploité 8 biens. Aujourd'hui, on en a 7 parce qu'on en a rendu un. Donc ça, je pourrais vous expliquer un peu plus tard dans la présentation. On en a rendu un. Je vous ai prévu un petit cas pratique avec des chiffres pour vous donner un peu un ordre d'idée des chiffres à avoir quand un business de sous-location fonctionne bien. C'est la première fois que je fais ça, je dévoile mes chiffres sur un an, vous allez voir, c'est top. Voilà, et puis après, je pense que je te laisse la parole, Joël, à ton tour. Qui es-tu, Joël? Yes. Bon, je suis plus à présenter. Je crois qu'il y a plein de monde qui me connaissent Oh, la star. de par. Arrête tes bêtises. De par voilà, le club Cerclimo. Pour le coup, je peux me présenter en tant qu'associé d'un cabinet d'expertise comptable dans lequel voilà, j'exerce à temps plein, en tout cas ces derniers temps. Ce fut le but d'une association qui a été régulièrement effectuée là en fin d'année dernière. Je suis avant tout, et je me présente avant tout comme consultant fiscaliste dédié aux aspects entrepreneuriaux et immobilière, donc pour les personnes physiques et pour les entreprises. Donc mon secteur d'activité, c'est l'immobilier, c'est l'audiovisuel, parce que j'ai fait que des cabinets spécialisés dans l'audiovisuel et éventuellement quelques startups que j'ai eu à accompagner entre-temps. Je dois dire que, en vrai, j'ai toujours été passionné par l'entrepreneuriat, donc je me dis entrepreneur avant tout, avant investisseur. Et moi, j'investis dans l'immobilier depuis peu, hein, depuis, on va dire,
2019, puisque c'est la sortie de mon, c'est pile poil avant la sortie de mon salariat, voilà, officiellement. Et 13 ans d'expérience en cabinet, plus quelques marques, on va dire, à la clé, dans lesquelles je suis cofondateur, voire associé carrément. Enfin, quand je dis associé, c'est je m'implique pleinement dans les activités, donc notamment Silence Event. Je pense que tout le monde connaît maintenant ce business-là. Cercle Immo, bah, vous le connaissez tous maintenant, c'est une association, un club d'investisseurs. Et The Mentor Immo, c'est la fusion de deux personnes qui aiment le droit et la réglementation. Donc, vous connaissez Félix, pour ceux qui travaillent avec lui ou pour ceux qui l'ont déjà croisé sur les rooms Cercle Immo. Et puis le cabinet Linkrise qui est nouvellement créé, bien entendu. Donc, voilà tout ce que je peux dire sur moi. En tout cas, tous les aspects fiscaux qui sont liés justement à l'immobilier, je suis amène de vous accompagner là-dessus. Alors, Voilà. on va démarrer. On va poser, on va dire, le sujet, à savoir ce que c'est que la sous-location professionnelle. Avant d'expliquer un peu, ça m'intéresse du coup de savoir si parmi nous, il y a des personnes qui ont déjà des sous-locations professionnelles. Est-ce qu'il y a des débutants? Voilà. N'hésitez pas à réagir du coup par message, comme ça on pourra voir un peu quel type de profil on a ce soir. Alors, Donc, qui est débutant? Qui est ouais, débutant? dites-nous tout. Dites-nous Qui est tout en débutant? Est-ce que vous message. pouvez lever la main? Ou lever la Est-ce que vous main, pouvez lever la ou main? écrire. Voilà. Donc, Yes. super, merci. Je vois Myriam, Mélissa. OK. Bon, bah, c'est cool, vous allez avoir plein d'infos là. Si je vois qu'il y a des débutants. Asna, oui, je le sais. Très bien. Ouais. Et qui a déjà fait de la sous-location dans l'histoire? Débutant, mais ça veut dire que vous avez déjà pratiqué. Qui a déjà fait de la sous-location? Il y a Asna qui a répondu. Pour l'instant, c'est la seule ce soir qui a fait déjà de la sous-loc. OK. Les autres sont débutants. Ok, bah super. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi la sous-location? En fait, ça consiste à louer un bien auprès d'un propriétaire et de pouvoir en fait le sous-louer en toute légalité en générant une marge dessus. Donc en général, on connaît la sous-location, mais on ne connaît pas la sous-location professionnelle. Donc, c'est deux choses différentes. La sous-location, c'est on habite un logement dont on est locataire et puis on demande à son propriétaire, on lui dit ah bah de temps en temps j'aimerais sous-louer votre appartement quand je suis pas là en vacances, est-ce que vous m'autorisez? Donc il faut l'autorisation du propriétaire, mais il est interdit en fait de dépasser le montant du loyer que l'on paye au propriétaire. Donc demain je suis locataire de mon appartement, je vis dedans, c'est ma résidence principale, j'ai un loyer de 1 000 euros. Typiquement, je pars quelques week-ends en vacances, et ben du coup, je vais pouvoir sous-louer cet appartement en location courte durée, par exemple, type Airbnb. Et ben dans cette sous-location, je ne vais pas pouvoir récupérer d'argent plus de 1 000 euros par rapport au loyer que je paye. Donc, je ne sais pas si c'est assez clair. Donc, l'idée, c'est que la sous-location professionnelle, c'est vraiment un business. On fait ça avec une société et ça nous permet. Alors, Joël, tu nous as. Ah, pardon. Voilà, merci. Du coup, ça permet via une société donc de se professionnaliser dedans. C'est un bien que l'on va prendre auprès d'un propriétaire qu'on va pouvoir exploiter toute l'année en sous-location professionnelle. Le propriétaire, ah bah super, il y a Jacques qui nous dit que c'est très clair. Bon, bah génial alors. Et donc, on va pouvoir l'exploiter toute l'année. On ne vit pas dedans, ce n'est surtout pas sa résidence principale. Et donc, on va pouvoir accueillir des locataires de courte durée, moyenne durée, de la colocation. Il y a plein de types d'exploitation possibles. Ça peut être des appartements, ça peut être des maisons. Il y a certaines personnes qui font ça, la sous-location avec des garages. Il y a aussi il y a plein de possibilités avec des locaux, des bureaux pour faire du co-living. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Donc, il y a de nombreux avantages. C'est que du coup, c'est une mise en place rapide, vu qu'on n'achète pas. C'est une mise en place assez rapide. Quand on prend le bien, il suffit uniquement du coup, de payer le loyer, parfois des cautions. Donc ça, je reviendrai là-dessus. L'investissement, il est faible parce qu'on va dépenser très peu d'argent. Ça va être de la déco. En général, les appartements, ils sont quand même assez… moi, je conseille de prendre des appartements quand même qui sont déjà plus ou moins prêts.
de ne pas mettre trop d'argent dans des gros travaux pour le compte du propriétaire parce que ce n'est pas notre appartement. Donc, le risque, il est faible en soi parce que demain, si ça ne fonctionne pas, vous êtes locataire, votre société est locataire du bien. Vous pouvez en fait sortir de ce contrat très rapidement avec en général un mois de préavis. Le gain, il est rapide parce que dès que vous mettez en fait les annonces en ligne, vous allez voir, vous allez réussir à avoir assez rapidement des clients en location courte durée. Et c'est scalable. Ça, c'est génial. C'est qu'une fois que vous l'avez fait une fois, le plus dur, c'est vraiment le début, trouver le premier bien, tout mettre en place. Moi, je fonctionne avec des systèmes de fiches où je me dis, OK, dès que j'ai un nouveau bien, je sais ce que je dois faire. J'ai une fiche modèle, il faut mettre en place Internet. Internet, c'est qui mon partenaire, avec qui j'ai négocié des tarifs sur mes différents biens. OK, l'électricité, j'ai un partenaire. Voilà, c'est vraiment une fiche et on déroule après. Le premier, c'est vraiment difficile de mettre en place et après on déroule, on dit tac, 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 je sais où je vais aller. Et puis en fait, le fait aussi de faire des partenariats avec un opérateur, par exemple un opérateur de téléphonie ou un fournisseur d'énergie, ça va vous permettre aussi de payer moins cher, de toujours passer par le même organisme. Vous allez pouvoir à un moment donné négocier aussi vos tarifs. Donc ça, c'était pour la partie scalable. Et le seul point faible, c'est que malheureusement, du coup, comme on n'achète pas, on n'est pas propriétaire, on ne constitue pas de patrimoine. Mais en fait, on génère tellement de cash très rapidement que pour moi, c'est un point faible, on va dire, qui n'est pas très, très important. Voilà, pour cette partie-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On les prendra soit au fur et à mesure, soit à la fin, mais n'hésitez pas. Donc, le processus… Est-ce qu'il y a déjà des questions oui, sur cette par rapport à cette partie? Yes, Mélissa. J'ai écrit ou je peux parler? Non, tu peux parler, tu peux parler. Non, à partir du moment où tu lèves la main, effectivement, tu as la parole. Ok. Alors, on associe souvent la sous-loc à de l'Airbnb, chose que je peux comprendre parce que ça chiffre vite. Mais est-ce que ça veut dire que on peut uniquement faire de la sous-loc avec du Airbnb ou on peut exploiter autrement? Alors, j'allais en parler dans mon… Ah, ok. Bon, j'ai peut-être devancé. Alors, non, c'est juste un point… c'est juste un point très simple que je voulais dire. Effectivement, en fait, on pense souvent quand on dit sous-location dans notre jargon, parce qu'on cultive beaucoup l'immobilier, nous, parce qu'on n'a que ce réseau-là de façon générale. Dès qu'on va parler de sous-location, on va penser tout de suite Airbnb. En réalité, non. On peut faire de la sous-location professionnelle avec d'autres typologies de biens. Je le dirai tout à l'heure et je vous le montrerai. Mais après, pourquoi le Airbnb revient souvent? C'est parce que c'est le modèle qui permet de faire de la location courte durée rapidement et de gagner de l'argent, de doper le loyer qui va rentrer versus le loyer que tu payes. C'est tout simplement ça. Je rajouterais juste un petit truc. En fait, moi, je pensais à la coloc, par exemple, parce qu'avec la coloc, ça peut… C'est exactement… en fait, quel que soit le mode d'exploitation qui suit derrière, après la location que tu as fait auprès du bailleur, en toute logique, si c'est déclaré comme il faut, on considérera que c'est de la sous-location professionnelle. Ce sera taxé comme tel et géré comme tel. Maintenant, c'est toi qui choisis le mode de location qui suit. Tout est question maintenant du type de bail que tu signes avec le propriétaire initial et de ce que toi, tu pourras faire après par la suite. Ce qui est important de voir, c'est en fait qu'est-ce qui est le plus pertinent par rapport à ton marché, par rapport à ce qui existe et quel type de revenu tu souhaites. Parce qu'en fait, il y a toujours une balance à avoir entre investissement personnel et gain d'argent. C'est sûr que si tu fais du Airbnb, de la location courte durée, au début, ça va te demander plus de temps parce que tu vas devoir mettre en place des process pour automatiser, etc. La colocation, du coup, tu vas avoir un roulement moins important, tu auras moins à gérer. Et forcément, du coup, qui dit moins de gestion, et du coup, tu auras peut-être un peu moins de cash tous les mois. Donc, en fait, ça dépend aussi de toi, de ton appétence et je dirais aussi du temps que tu as à consacrer à ce business-là. C'est important de bien définir ça dès le début pour pas être submergé, se dire ok, je veux plein d'argent, mais en fait mince, j'ai les enfants, j'ai le travail, j'ai d'autres activités et j'ai pas le temps de le faire parce que du coup, tu risques de te lancer dans un business en te disant mince, en fait, j'ai pas le temps de le gérer. Sauf si du coup, tu prends les bons partenaires ou tu te fais coacher
pour être sûr d'aller très vite et que tout se mette en place. Par exemple, moi, aujourd'hui, je propose des checklists, je propose plein de choses. Ça, je vous en parlerai plus tard, mais je propose plein de choses pour faciliter, en fait, la mise en place du premier bien, parce que j'ai cette expérience terrain-là qui fait que c'est scalable, en fait, et je l'ai refait plein de fois, j'ai refait le business plein de fois. Aujourd'hui, en fait, c'est fluide. Je lance un nouvel appartement, je sais exactement ce que je fais et je le fais beaucoup plus rapidement que le premier que j'ai lancé, où je tâtonnais, je cherchais avec quel prestataire passer. Aujourd'hui, j'ai une entreprise qui fonctionne très bien, une société de prestataires de ménage qui est géniale. Voilà, c'est en fait mon vécu, mon expérience qui me permettent de me dire, aujourd'hui, je peux faire ça vite. Voilà. Et tu auras juste, dernière chose que je voulais dire par rapport à ça, un dernier truc qui peut être effectivement incompatible, c'est le conflit d'intérêts que tu auras entre la législation qui te permet de sous-louer de base et la législation qui sera attitrée par rapport au bail que tu auras effectué, sachant qu'on est sur de la loi Hoguet concernant le bail de colocation. C'est une résidence principale pour ces personnes-là. Toi, tu es en train de louer quelque chose qui peut être, on va dire, résilié à tout moment. Bien entendu, pour moi, il y a incompatibilité de textes de loi et tu risques, grosso modo, d'être conflit d'intérêts entre les gens qui seront habitants dans le truc et qui considéreront que c'est leur résidence principale versus la sous-location qui, elle, est soumise à des droits qui sont tellement souples qu'on est capable de rompre le contrat à tout moment avec des délais de préavis plutôt très, 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 très courts. Donc, voilà. Ouais. Pour rebondir sur ce que tu dis, Joël, moi, je conseille de mettre le moins d'informations possible dans le bail. C'est-à-dire que tu dis que tu vas l'exploiter pour accueillir des gens. Bon, il y a des baux qui sont très bien définis, qui sont très bien écrits par des avocats. Moins tu dis de choses et mieux c'est parce que, ça permet au propriétaire de ne pas trop mettre son nez dedans, d'aller checker, ok, elle m'a dit qu'elle allait faire de l'écoloc. En fait, je vois qu'il est sur Airbnb. Donc, en fait, ça va éviter le propriétaire, de mettre le nez dedans et puis de dire, en fait, vous ne respectez pas le bail. Et deux, ça te permet aussi à toi, en fait, de changer d'avis au cours de ton exploitation. Le même bien, tu peux commencer par la location courte durée, puis finalement, tu te dis, ça s'y prête bien pour de la coloc, je vais sur de la coloc. Donc, c'est mieux de le dire le moins possible. Et comme disait Joël, voilà, si tu pars et que tu dis coloc, surtout avec la législation dont il a fait référence, qui est la loi Hoguet, voilà, comme ça évite même juridiquement d'avoir des soucis. Yes. Allez, on passe à la suite. Avec plaisir. Donc là, l'idée, c'est que je vous ai développé le processus, comment je le vois, moi. La première partie, pour moi, c'est ce qui est ultra important, c'est se former et être accompagné. Donc, se former, il y a plein de formations qui existent sur le marché aujourd'hui. Je pourrais vous en citer plusieurs. Être accompagné, donc il y a des coachings. Donc moi aujourd'hui, j'organise des coachings où j'accompagne les gens pour qu'ils aillent plus vite. Ensuite, la deuxième étape, c'est la création de la société. Donc comme je disais, c'est professionnel, c'est une activité professionnelle, il faut bien créer sa société. Ça, Joël pourra vous détailler le type de société qui existe et qui sont les sociétés, c'est des sociétés commerciales du coup, qui sont en adéquation avec cette activité. Un truc ultra important, c'est l'étude de marché. Parce que si on choisit mal son secteur, on choisit mal le type de bien qui va bien avec son secteur, il faut vraiment se faire un gros focus là-dessus. Moi, j'ai un petit tips, moi j'ai un site que j'utilise qui s'appelle Ville à Vivre. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. C'est un site qui est génial. En fait, tu mets le code postal et ça marche aussi pour les investissements. Du coup, si vous voulez investir dans certaines villes, faire votre étude de marché. Donc, c'est Ville à Vivre. Vous tapez le nom de votre ville et donc, du coup, ça va vous sortir un nombre de données extraordinaires. Quelle est la moyenne d'âge de votre ville? Quels sont le type de profession de votre ville? Plein de données, en fait, chiffrées sur quel type de personnes vit dans votre ville. Quel type de logement ils prennent? Est-ce que c'est plutôt des propriétaires, des locataires? Vous allez vraiment avoir une étude poussée sur qui habite la ville et comment les gens vivent dans cette ville. Donc ça, je le recommande vraiment, c'est Ville à Vivre. Tu peux l'écrire dans le chat si tu veux pour partager. Ok, super. Après, moi, quand je fais mon étude de marché, j'utilise toujours plusieurs sites. J'utilise aussi Le Bon Coin beaucoup. Donc, quand je prends un bien, je l'ai pris, on va dire.
je me dis, ben, ok, est-ce que ça va être intéressant ou j'ai une opportunité de bien plutôt. J'ai une opportunité de bien, je me dis, est-ce que ça va être intéressant à prendre ou pas? Et ben, je vais sur Le Bon Coin et je regarde, vous avez une section sur Le Bon Coin depuis peu qui est gîte, location saisonnière, qui existe. Et donc là, vous pouvez voir s'il y a beaucoup de biens. Pour ceux qui veulent faire de la location en courte durée, type gîte, etc. Donc, vous allez sur cette section et vous allez pouvoir voir en fait s'il y a beaucoup de biens qui sont proposés dans votre ville en location courte durée. Donc là, vous dites, est-ce qu'il y a de la demande ou pas? Est-ce que je crois qu'on peut voir le calendrier à vérifier, à revérifier, mais je pense qu'on peut voir le calendrier. Donc ça, et après, vous avez accès aux propriétaires ou aux sous-loueurs qui proposent leurs biens via Airbnb. Vous les appelez, vous leur dites, ben voilà, c'est quoi les dispos, etc. Et vous allez voir tout de suite, s'ils vous disent, il y a de la dispo tout le temps, c'est que ça marche pas trop bien. Après, faut nuancer parce que ça marche pas trop bien. Est-ce que c'est le secteur qui va pas? Est-ce que c'est le type de bien? Il suffit que ça soit un bien qui soit pas qui donne pas très envie. Bah, du coup, c'est pas le problème, c'est pas le secteur, c'est juste le bien quoi, qui va pas, qui a pas été mis au goût du jour. Donc après, pour faire votre étude de marché, il y a aussi Airbnb. Donc c'est super utile. On peut aller faire plein de recherches très poussées. On peut aller jusqu'à taper le nom d'une rue sur Airbnb. Et du coup, vous allez avoir tous les appartements disponibles sur Airbnb dans la rue. Et vous avez accès en fait au calendrier des différents appartements. Donc, du coup, bah, en regardant les calendriers, est-ce qu'il y a beaucoup de résas? Est-ce que vous pouvez avoir accès au prix? Donc ça va vous permettre de faire aussi une étude. Et un dernier site que j'utilise en complément, c'est RDNA, qui prend les données du coup de Airbnb, qui va faire une étude plus poussée avec vraiment des chiffres, le pourcentage ça me revient pas. Le pourcentage Le taux d'occupation? taux d'occupation, merci Joël. Voilà, le taux d'occupation par appartement, etc. Donc, ça va vous permettre vraiment de voir est-ce que les logements sont beaucoup réservés ou pas. Donc, tout ça confondu fait que vous pouvez faire une super étude de marché que quand vous vous lancez, vous avez choisi votre marché, quand vous lancez, vous êtes sûr de vous. Vous savez dans quelle ville, vous savez quel type de logement va fonctionner. Et après, un dernier conseil, quand on fait son étude de marché, moi, je conseille toujours de bien choisir l'emplacement, c'est-à-dire proche des transports en commun. Si c'est pas proche des transports en commun, bah alors avoir une place de parking. Voilà, il faut que les gens ils puissent avoir accès à votre logement. Ça, c'est ultra important. Voilà, est-ce qu'il y a des hôtels? Parce que du coup, s'il y a des hôtels à côté de votre logement, bah, systématiquement, ça veut dire qu'il y a de la demande pour la location courte durée et que bah, il y a des gens qui viennent pour quelques jours. Donc typiquement, c'est le jackpot, quoi. Si vous êtes dans une ville où il y a 0 hôtel, il ne faut pas se lancer. Clairement, il faut éviter de se lancer. Voilà, c'est le déconseil. Donc tout ça, c'était un gros point type sur l'étude de marché parce que c'est vraiment, on va dire, les bases pour bien démarrer sa sous-location professionnelle. Donc après, bah, la recherche de biens. Il y a plein de sites qui existent aujourd'hui, je ne vais pas tous vous les citer. Il y en a aussi qui vont se déplacer en agence immobilière. Moi, je vous parle de mon expérience personnelle. C'est, je crois qu'il y a une question, pardon, avant peut-être de passer sur la recherche de biens. Proche des transports, est-ce que tu te donnes une limite max de mètres à ne pas dépasser? Alors moi, personnellement, je me mets à la place du voyageur. Je me dis, je sors du transport. À partir de quand, on va dire, ça me fait chier un peu. Je me dis, c'est trop loin, quoi. C'est trop loin. Donc moi, je suis partie sur une idée de 8-10 minutes max. Après 10 minutes, je me dis, ben, si je suis à la place du client, je risque de me dire, ah, ça fait un petit peu loin quand même, pas mal de marche. Ben, après, moi, je suis parisienne. Donc, il y en a peut-être à la montagne, à la campagne, 10 minutes, c'est rien du tout pour eux. Ils ont l'habitude de marcher beaucoup plus. Mais voilà, en tant que citadine, moi, c'est ce type de limite que je mets 8-10 minutes max. Et que je conseille, en fait, de se fixer. Donc la proximité, selon toi, pour les transports, c'est 8 minutes de marche, 10 minutes de marche en max. Ouais, voilà. Parce que j'ai peur qu'après, en fait, les gens ne viennent pas. Sauf si c'est des gens qui vont venir principalement en voiture. Et donc là, il faut avoir une proposition de les accueillir en voiture, donc une place de parking. Pour moi, c'est indispensable. Un appartement avec place de parking absolue? Voilà. Si on est loin des transports en commun, donc plus de 10 minutes, Oui. moi, je conseille d'avoir une place de parking. Donc, si vous ne l'avez pas dans l'immeuble ou dans la copropriété, eh ben, vous vous renseignez, vous allez sur Le Bon Coin, vous cherchez une place de parking.
bah, j'ai un de mes appartements, c'est comme ça, je suis allée chercher une place de parking, elle a 5 minutes à pied. Tant pis, c'est dans une autre résidence, mais au moins, ils ont la possibilité de venir en voiture, en sachant que cet appartement-là, il est à 3 minutes à pied de, du RER. Donc, si vous avez la possibilité de combiner les deux, ben, en fait, vous allez vous attirer encore plus de clients parce que du coup, vous allez avoir ceux qui arrivent en voiture, plus famille, etc., et qui viennent de loin ou même de très proches parfois, et ceux qui viennent, qui ont l'habitude en fait de venir en transport en commun, de prendre le train, l'avion, et puis après les transports en commun. Donc, je pense que ça, c'est pas à négliger. Si vous avez la possibilité de faire les deux, bah, faites-le. Et c'est pas grave si le bien en soi n'est pas ne dispose pas de place de parking, vous vous dites pas je le prends pas, je suis loin des transports, je le prends pas, il y a pas de place de parking. Il faut essayer de trouver des solutions et aller chercher une place de parking dans d'autres copropriétés, c'est pas grave. Oui, RDNA, merci Joël. Donc ensuite, donc la recherche de biens, donc on en a parlé, il y a plein de sites internet qui existent aujourd'hui pour chercher les biens. Signature du bail spécifique à l'activité, donc ça c'est ultra important parce qu'en fait le bail il est rédigé pour que le propriétaire il trouve un intérêt à signer par vous, à signer avec vous. Et donc du coup l'idée c'est vraiment de voir le propriétaire comme un partenaire. Donc si vous voyez que le propriétaire veut absolument un critère qui est ultra important pour lui et que vous on vous dit bon bah c'est pas très grave, je sais pas par exemple il veut 2 mois de caution, vous avez moi pour habitude j'en donne un. Il y a des logements où je n'ai pas donné de caution du tout, donc ça dépend. Mais si vous voyez que le propriétaire veut 2 mois, bah, c'est dommage en fait de passer à côté du bien parce que voilà, il faut lui sortir 2 mois de caution plutôt que 1 ou 0. Donc moi, pour moi, l'idée c'est de lui faire comprendre l'intérêt du business et que normalement il n'y a pas besoin de caution. Mais si vous dites 2 mois et que le bien est vraiment ultra important, pour moi en fait, il ne faut pas braquer le propriétaire. Si tout le reste est ok, bah c'est pas grave, let's go, voilà. Donc en fait, il faut vraiment voir le bail comme une négociation et comme un contrat de gré à gré entre 2 partenaires plutôt qu'un simple propriétaire qui a le plein pouvoir et le locataire qui dit oui à tout, quoi. Donc en plus, en 6, pardon, la mise en place du logement. Donc il y a des personnes qui vont partir sur des logements vides, qui vont préférer acheter leurs propres meubles, et d'autres qui vont partir plutôt sur du meublé pour se dire, ben voilà, je sors le moins d'argent possible. Donc il y a ces 2 stratégies-là. Moi, je suis plutôt tendance à dire, ben, ça dépend des opportunités, bien évidemment. Mais la plupart des logements que j'ai pris, c'était des meublés. Comme ça, en fait, j'ai évité d'avoir une sortie d'argent trop importante de trésorerie. Et après, je redécorerai. Donc, le max de travaux que j'ai fait, ça va être du papier peint. Ça va être... qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un peu de peinture. Mais j'ai jamais fait au-delà. Je suis pas allée faire une cuisine ou quoi que ce soit. Je vois certains qui refont tout le logement à leurs frais. Donc, faut bien se rendre compte qu'on fait ça, en fait, on fait ça alors qu'on n'est pas propriétaire du logement. Donc, si on est certain que ça va cartonner et qu'on va vite rembourser, en fait, tous ces frais, pourquoi pas? Mais moi, je déconseille de mettre trop d'argent au début parce qu'en fait, on ne récupérera pas aussi facilement que ça. Et se dire, bah, en fait, on fait des travaux pour le propriétaire. Le jour où on part, bah, le propriétaire, il est gagnant et il récupère un appart ultra nickel avec, parfois, il y en a qui font toute une cuisine, etc. C'est quand même des frais coûteux. Voilà, moi je déconseille et pour moi c'est pas le but de la sous-location professionnelle, c'est vraiment de faire le moins de travaux possible. Et après aussi dans la mise en place du logement, je parlais de déco. Moi des petits tips, j'aime bien aller chiner des trucs un peu partout pour que ça fasse pas tout uni parce que j'ai vu des apparts où genre c'est Ikea 100%. Ça c'est juste pas possible aujourd'hui. Il y a tellement d'appartements sur le marché qu'il faut vraiment donner envie aux clients de venir dans son logement. Donc il faut aller chercher plusieurs marques. C'est pas forcément très cher. On peut aller sur du Action, on peut mélanger du Ikea. Parfois, moi, je fais même de l'occasion sur Le Bon Coin ou Emmaüs. On a des très très bons plans chez Emmaüs de mobilier, canapé convertible, ce genre de choses. En fait, le fait de tout mixer va faire que ça va être quelque chose, un rendu plus naturel et beaucoup plus sympa. Les gens vont avoir l'impression d'aller dans un appartement qui est un petit peu habité, qui fasse cocon, qui soit plus sympa qu'un truc tout uni, type hôtel, et moins chaleureux. Donc voilà, ça c'était mes petits conseils pour la déco. Et après, ben, une fois que tout est en place, il ne reste plus qu'à exploiter le bien, donc mettre l'annonce en ligne. Donc vous avez les plus grandes plateformes, c'est Airbnb, Booking. Vous pouvez aussi lancer votre site internet. Au début, je pense que ce n'est pas nécessaire, c'est peut-être des frais inutiles. Je pense que ça, c'est bien quand vous avez des clients qui vont revenir pour fidéliser les clients, parce qu'il faut savoir que quand on lance son site internet, il y en a plein des sites internet où les personnes proposent leur appartement.
Et du coup, qu'est-ce qui fait que vous allez sortir du lot? C'est une bonne question. Il faut être ultra bien référencé sur Google pour que vos sites soient ultra visibles. Donc pour moi, au début, lorsqu'on commence, exactement, les ressourceries aussi, Sylvain, ouais. Pour la partie déco, j'avais pas vu, pardon. Donc ce que je disais, oui, et donc du coup, pour moi, c'est des frais inutiles au début. Moi, je vous conseille vraiment de faire le moins de frais possible. Et dès qu'on a la rentrée d'argent, on peut réinvestir et repartir pour faire des choses encore plus intéressantes. Voilà, voilà. Yes, on a une question de la part de Sylvain. Je voulais te demander, en fait, ça peut pas être intéressant d'aller voir un propriétaire qui, par exemple, il est en G et que il soit, par exemple, il soit bien placé, qu'il n'ait pas l'argent pour rénover son appartement, faire tous les travaux nécessaires au niveau, je sais pas, isolation, tout ça, de l'aider à le faire et pendant que tu fais les travaux, du coup, selon l'endroit où il y a à faire les travaux, tu peux peut-être exploiter une partie de l'appartement et bénéficier de loyer gratuit, du coup. Alors, Enfin, j'arrive pas à bien expliquer, mais je sais que sur ouais. Instagram, il y en a qui le font et ça leur permet en fait d'avoir les loyers gratuits pendant qu'ils rénovent l'appart, quoi. Alors, moi, je négocie toujours au début, on va dire, le temps de la mise en place de l'appartement, des jours gratuits. Donc, j'ai toujours fait ça, oui, je crois que j'ai toujours fait ça. Au maximum, j'ai fait jusqu'à 1 mois, alors que parfois, ça me prend que quelques jours pour mettre en place l'appartement, si c'est que de la déco, Internet et l'électricité. Donc, ça permet en fait, on va dire, de partir un peu dans le positif dès le début. Par contre, par rapport à ce que tu dis, faire des travaux, j'ai du mal à comprendre comment on peut faire des travaux dans un logement et en même temps l'exploiter. Donc, si tu as des travaux, ça veut dire que tu as des nuisances qui sont liées aux travaux, que ce soit des nuisances sonores, des nuisances olfactives. Tu as des nuisances quand tu fais des travaux, donc tu ne peux pas exploiter une partie du logement pendant qu'une autre partie, tu fais des travaux. Ça, c'est inconcevable. Ouais, non, c'est moi qui dis des bêtises en fait. C'est tu demandes en fait, tu dis au propriétaire que tu vas faire les travaux, tu fais les travaux, mais de par le fait que tu aies fait les travaux, en fait, tu bénéficies de mois de loyer gratuit. Comme ça, lui, il paye pas, toi, tu as aménagé son bien, tu lui as fait les travaux nécessaires. Et pendant effectivement que tu es en travaux, tu loues pas parce que Oui, c'est pas exploitable. Ouais, non, excuse-moi, c'est moi qui ai dit une bêtise. oui, c'est pas exploitable, ok. Mais du coup, heureusement que tu payes pas de loyer parce que déjà, tu as une grosse sortie d'argent. En plus, tu parles de rénovation énergétique. Les rénovations énergétiques, c'est vraiment des gros travaux d'isolation, etc. C'est quand même assez coûteux. Et en fait, qui c'est qui va vraiment en profiter sur le long terme? C'est le propriétaire parce que en fait, tu vas te prendre plusieurs milliers d'euros à faire des travaux. Tu sais pas combien de temps tu vas exploiter l'appartement. Pour moi, c'est un peu risqué de faire ça. Moi, cette activité, le but, c'est vraiment de mettre le moins de travaux possible pour vraiment lancer l'activité le plus vite possible et gagner du cash rapidement. C'est vraiment l'objectif de la sous-loc. Parce que des travaux de rénovation énergétique, je ne sais pas si tu te rends compte, mais ça peut être des devis vraiment très importants. Et toi, tu n'auras pas d'intérêt de sortir une trésorerie aussi importante parce que tu ne sais pas en fait au bout de combien de temps tu vas récupérer cet argent-là. Donc, tu vas partir avec un gros déficit. Il suffit que 2 mois plus tard, le proprio il soit mal intentionné, ils te disent oh, ok, ciao, il y a 1 mois de préavis, au revoir. Bon, en général, il n'y a pas 1 mois de préavis, mais il te dit ciao, au revoir, je le récupère, je ne sais pas, on va dire le pire des cas, je le récupère pour y vivre dedans. Donc, s'il récupère pour y vivre dedans, tu as plusieurs clauses en fait dans les bails en fonction des baux. J'ai vu plein de baux différents, donc il y a plusieurs clauses qui sont mises dans les baux en fonction des avocats. Mais ça, c'est très dangereux pour moi. En tout cas, je déconseille parce que l'objectif de cette activité, c'est vraiment la mise en place rapide et générer du cash rapidement. Contrairement à un investissement locatif où là, on va être peut-être amené à faire des travaux pour embellir pour soi. Le bien va prendre de la valeur après travaux, donc on va être gagnant le jour où on revend, on est gagnant pour l'exploitation. Voilà, il faut vraiment bien distinguer ces deux activités-là. Lorsqu'on achète pour soi, on est propriétaire du logement où on peut se lancer à gogo dans les travaux avec une étude maîtrisée, bien évidemment. Et là, on fait de la sous-loc. Donc, je vois qu'il y a un petit message de Asna. Le Ouais. site direct permet de fidéliser sa clientèle et de le rediriger pour les prochaines fois directement. Exactement. Personnellement, j'écris mon site direct dès le premier jour et aujourd'hui, plus que 40% de mes réservations passent par mon site direct, ce qui me permet notamment de ne pas payer les commissions Booking Airbnb. Ah, ben c'est génial, si toi ça a fonctionné direct. Eh ben, écoute, tu es le contre-exemple. Génial, merci pour, merci pour ton commentaire, Asna.
effectivement, si tu as réussi du coup à fidéliser des clients et qu'ils reviennent, alors j'ai juste une petite question, est-ce que c'est de la sous-loc ou c'est pour ton gîte que tu as? Non, c'est pour la sous-loc. Ah bah génial, raison de plus que je... Eh bah franchement c'est top parce que ça veut dire que tu as vraiment une clientèle régulière. Je pense que ça doit être des professionnels qui viennent régulièrement. Ok. Exactement. Après, l'emplacement du bien fait en sorte que voilà, c'est un bien qui est plus destiné à des professionnels qu'à des vacanciers. Donc, l'idée de créer un site devient intéressante dans ce sens. Eh ben super, parce que du coup, on a un super bel exemple. Voilà. Ben, c'est bien, en fait, on va avoir plusieurs avis. Donc, du coup, après, à vous de voir aussi en fonction de votre secteur. Vous pouvez vous dire, OK, ben, un site, ça ne coûte pas si cher que ça finalement. Je peux le faire dès le début et puis je pourrais fidéliser les clients. Parfait. Moi, je suis sur un secteur où j'ai pas beaucoup les mêmes clients qui viennent. Il y a un turnover quand même important. Donc moi, en fait, dans mon business, je n'ai pas vu d'intérêt. Et Asna, c'est bien. On a un deuxième avis qui est complètement différent du mien, qui dit que elle, c'est une clientèle qui revient régulièrement. Donc voilà, à vous de jauger aussi en fonction de votre secteur, si c'est intéressant ou pas au niveau de votre budget aussi de départ, de lancer un site internet et de mettre ça en place. Il y en a qui se disent, bah, je préfère tout faire au carré, nickel au début, comme ça après je suis tranquille. Donc aussi, c'est l'occasion aussi de faire votre site internet dès le début si vous y voyez un intérêt. Voilà, voilà. Yes, on a une question de Jeanne. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Est-ce que tu... Bonsoir, on Yes, t'entend on très bien. t'entend. Ouais. Alors, en fait, c'est par rapport aux travaux. Donc, j'étais partie à une conférence, on avait rencontré un avocat. Et il nous disait justement que c'est un point intéressant à ajouter en clause du contrat de sous-location, c'est-à-dire de bien inclure que si on réalise des travaux, que cela puisse être déduit des loyers. Puisque du coup, là, il donnait en l'occurrence l'exemple de personnes qui refaisaient la cuisine d'un appartement en sous-location professionnelle. Et comme ça bénéficie au propriétaire, en fait, via la clause, ça s'était déduit du loyer, en fait. Voilà. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que ça revient aussi à ce que disait Sylvain, c'est-à-dire tu ne payes pas le loyer pendant que tu fais les travaux, certes, ok, donc tu ne payes pas de loyer, donc tu es neutre. Toi, tu vois que tu te dis que tu es neutre parce que tu ne payes pas de loyer, mais en réalité, le gagnant, c'est bien le propriétaire parce que tu perds du temps où tu n'exploites pas en fait cet appartement. Tu aurais été sur un autre logement qui aurait été nickel, où il n'y aurait pas eu de travaux, bah, tu aurais peut-être gagné plusieurs semaines, plusieurs mois à exploiter le bien. Donc, du coup, je comprends l'idée de se dire, OK, je ne paye pas de loyer tant que l'appartement n'est pas, n'est pas opérationnel. Mais moi, j'irais encore plus loin. Je dirais, OK, je ne paye pas de loyer, mais je n'exploite pas le bien. Donc, en fait, moi, quand je me lance, j'ai envie d'exploiter le bien. Oui, en fait, ça dépend. Si, on va dire que si le bien s'y prête, si c'est un bien vraiment intéressant, pourquoi pas? Vu que je pense que c'est quand même assez difficile de trouver des biens en sous. Bon, après, toi, tu as des techniques, tu as l'habitude, mais c'est pas si simple que ça de trouver des biens en sous-location professionnelle. Donc, ça peut être intéressant éventuellement. Et bien sûr, que le décompte de réduction des loyers part au moment où les travaux sont finis, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. C'est comme si on revenait à un point, comment dire, au même, en fait, si au final c'est déduit pendant que les travaux se font, ça n'a pas d'intérêt. Donc, c'est que le décompte part une fois que les travaux sont finis, en fait. Ok, oui, c'est vrai que ça existe. Merci pour ta remarque qui est très pertinente. Ça existe, il y en a qui font ça. Ça me fait penser à ce que tu dis, ça me fait penser notamment à une personne que je connais qui a fait ça dans une maison en banlieue parisienne pour faire, en fait, elle a refait toute la maison, les travaux de toute la maison pour en faire, en fait, une balnéo. Donc, elle a fait un truc vraiment génial avec piscine, sauna, elle a refait l'extérieur, etc., un grand jardin. Et du coup, bah, elle a tout refait de A à Z. Et du coup, pendant qu'elle faisait les travaux, bah, elle ne payait pas le loyer. Mais du coup, elle a quand même eu cette sortie d'argent qui était extrêmement importante, beaucoup plus que les loyers. Mais au moins, ça lui a permis de se dire, bah, voilà, je sais qu'après, je vais générer du cash, beaucoup de cash, parce que le prix à l'année va être extrêmement élevé. C'est pas un simple logement classique, on y vient pour dormir. Là, les gens viennent, elles le louent même parfois à l'heure. Voilà, donc c'est un bien qui a vraiment une valeur ajoutée et qui est rare. Il faut vraiment que ça vaille le coup. Voilà, c'est vraiment ce que je veux dire, il faut que ça vaille le coup de faire ces travaux-là et que vous puissiez en tirer bénéfice et que vous voyez en fait votre chiffre d'affaires
qui, qui augmente et qui est bon et qui est en lien aussi cohérent avec les travaux que vous avez mis. Voilà. Il y a un point spécifique qu'on disait tout à l'heure, on l'a peut-être pas forcément assez précisé, mais en fait, le bail spécifique lié à l'activité en question de sous-location qu'on signe avec le proprio est régi de l'article 1708 du Code civil et suivant. Et en fait, cet article-là n'est ni comparable avec les baux commerciaux qu'on signe classiquement et ni comparable avec les baux liés à la loi Hoguet. Donc, les enjeux qui sont de négociation sont largement libres et c'est pour ça qu'on retrouve finalement des deals comme je t'avance les travaux et derrière tu me donnes des loyers en gratos ou je fais telle ou telle typologie de tâches et derrière j'ai en compensation deux, trois trucs. Donc, tout est question de deal qui peut être closé dans le truc. Il faut juste bien l'écrire pour que ça soit à l'avantage forcément de tout un chacun et pas forcément en défaveur d'un profil plutôt qu'un autre. Voilà un peu ce que je peux te dire par rapport à ça. Donc, si vous êtes intéressé pour aller éplucher deux, trois articles, l'article 1708 du Code civil, ça vous permettra un peu de porter voilà, un œil sur qu'est-ce qui est dit dans les textes. Sylvain, et puis après on continue. Ouais, c'était juste en fait pour donner un exemple. En fait, moi, par le biais de l'agence pour laquelle je travaille, c'est l'agence de mon cousin, Ok. et on a en fait un client qui fait de la sous-location professionnelle. Et j'ai trouvé le truc, enfin, c'est pas mon client, c'est mon cousin qui s'en occupe. Comment dire, j'ai trouvé le truc super intelligent, enfin, je trouve. En fait, il fait de la sous-loc sur Courchevel. Et en Ah, fait, c'est ça. les gens qui sont relativement aisés financièrement, même bien plus, des fois, ils achètent des appartements, ils y vont jamais, c'est juste pour de la défisque, en fait. Enfin, je sais pas, il y a des montages, Loël pourra certainement mieux en parler que moi, enfin, c'est sûr. Et donc, ben, ils ont un appart, mais ils s'en occupent pas, il est pas décoré, ils en ont rien à foutre, en fait. C'est juste pour dire, voilà, j'ai défiscalisé, je suis content. Du coup, il va voir ces propriétaires-là, il dit, bon, bah, je m'occupe de la déco, machin, et il profite à donf de la possibilité d'avoir un appartement à Courchevel. Bon, bien sûr, la déco, tu ne peux pas te permettre d'aller chez Ikea ou Emmaüs, ou c'est un peu plus, compte tenu du lieu, c'est un peu plus au standing, quoi, je veux dire. Mm. Mais j'ai trouvé ce truc de faire de la sous-loc à Courchevel, enfin, j'y aurais pas pensé, moi, perso. Enfin. Et en fait, il a que des saisonniers. Donc, il n'a Ouais. pas forcément de turnover de ouf, quoi. Et le mec, il est là pour 6 mois. Bah, pendant 6 mois, il a l'appart, mais il paye plus cher que s'il était dans un appart en pleine ville, quoi. Par ailleurs. En fait, ouais. Comme c'est saisonnier, en 6 mois, il fait son chiffre d'affaires C'est ça. annuel et c'est très bien, quoi. Là, c'est une bonne idée, exactement. Il y a des niches comme ça. En fait, on peut faire de la sous-loc partout, hein. Ouais. Tant que c'est pas interdit par, tant que c'est autorisé par le bailleur et que c'est pas interdit par la copro. On Allez, poursuit. allez. On va parler maintenant de quelques notions. Là, moi, j'ai prévu deux points qui me semblaient quand même assez intéressants et importants. C'est notamment le choix du statut juridique. Souvent, c'est les questions qui se posent. Et puis, notamment la TVA. Est-ce qu'on doit payer de la TVA ou pas, etc., etc. Et j'ai prévu un ou deux conseils liés justement à l'objet social de la sous-location. Je vous ai donné deux, trois écrits et on verra ça tout à l'heure. Euh, Première information, comme tout à l'heure tu le précisais, je crois que c'était Mélissa qui demandait effectivement est-ce qu'on peut faire de la sous-location avec tout ce qu'on veut. Oui, à partir du moment où c'est du foncier, on peut tout à fait faire de la sous-location. On le voit très bien ici. Je peux très bien louer un terre agricole, des terres agricoles ou des bâtiments agricoles et faire de la sous-location. Tout dépend de l'intérêt qu'on y trouve en réalité derrière. Le fait de considérer que ça soit professionnel, c'est limite le mot usuellement qu'on utilise pour dire que l'activité est déclarée. Donc ça, c'est déjà fait. Maintenant, est-ce que louer un terrain, louer des terres agricoles, louer des locaux à usage professionnel pour d'autres professionnels ou pour d'autres typologies d'activités ou des locaux à usage d'habitation selon la destination pour de la courte durée, c'est soumise à la TVA.
La réponse est non. Comme toute activité classique, l'activité de sous-location est une activité commerciale, mais de base, c'est de l'activité de location pour des questions d'habitation. Maintenant, l'harmonie au niveau de la TVA, c'est si on exerce des activités para-hôtelières. Ça, pour le coup, vous n'êtes pas sans savoir que quand on fait 3 services de para-hôtelier sur 4, quand on fait de la location sur des biens à usage d'habitation, on est soumis à la TVA. Et bien là, pour le coup, c'est la même chose. On serait donc à effectuer 3 services sur 4. Et les 4 services concernés sont le nettoyage régulier des locaux, le petit-déj, le linge et la réception, même non personnalisée. Alors, quand je dis ça, je soulève quand même un petit loup dans l'histoire parce que souvent on me pose la question si faire des points d'entrée automatisés, c'est considéré comme de la réception. La réponse est oui. Aujourd'hui, fiscalement, on a eu des litiges là-dessus et le fisc considère. Oui, le fisc Moi, j'étais en train considère. de faire non comme ça en plus. Il n'y Non, a non, plus mais personne. on a clairement Automatisé. le fait de faire de l'automatisation ne dédouane pas d'une réception, elle est juste non personnalisée, considérée par le fisc. Et pour le coup, oui, on considère que c'est un service parmi tant d'autres qui est fourni. La fourniture de linge de maison, celle-là encore, elle a encore un peu plus on va dire, d'enjeux où on n'a pas forcément trop d'informations là-dessus. Pour l'instant, ce qui est retenu, en gros, c'est le fait de ne pas fournir des linges pendant la durée de location. Donc, le changement de linge régulier pendant la durée de location n'est pas considéré comme un service. Par contre, c'est si on le fait pendant que les gars sont là que c'est considéré comme un service fourni, auquel cas la case est à cocher. Le petit-déj, pour le coup, tout le monde le sait, si je fournis un petit-déj, je sais que je fournis un petit-déj. Donc, que ce soit indirect ou direct. Et le nettoyage régulier des locaux, là aussi, c'est pour l'instant pas considéré comme un service si on le fait à l'entrée ou juste après le départ, bien entendu, du locataire. Donc, c'est pendant la durée de location qu'on considérera que c'est un service qui est fourni pour le locataire. Voilà. Donc, la location à usage d'habitation, sous-location exploitée dans des locaux à usage d'habitation est exonérée de base, sauf si on fait des activités para-hôtelières ou qu'on fait des activités hôtelières ou des activités para-hôtelières selon les 3 services sur 4 que je viens de vous citer. Je ne parle pas des autres locaux ou des autres biens pour 2 raisons, parce que l'objet de notre, on va dire, conférence, atelier, workshop, c'est de parler essentiellement de la courte durée, et c'est rare de faire de la courte durée sur du terrain, sauf si on fait du camping, bien entendu, ou de faire de la courte durée sur des terrains agricoles. Quoique, de temps à autre, on retrouve en fait des locaux professionnels déclarés en destination comme tels, au niveau de l'urbanisme et considérés donc au sens du fisc comme des locaux à usage professionnel qui peuvent être exploités plus ou moins en courte durée. Dites-vous que la TVA, l'application de la TVA est fonction bien entendu de l'activité que vous exercez. Donc si vous faites de la courte durée, vous faites du meuble et tourisme non classé. Si c'est classé, c'est tant mieux parce qu'il y a d'autres démarches bien entendu à faire en plus, mais non classé. Et à partir de ce moment-là, la règle applicable, c'est les 3 services sur 4 en gros, lorsque c'est un appartement classique, et si c'est de l'hôtellerie, bah, c'est d'office automatiquement soumis. Est-ce qu'il y a des questions pour le coup sur le sujet? Je vois Jeanne. Oui, ma question c'est du coup, donc supposons donc on a bien en sous-location, on fait du Airbnb, donc on est exonéré de TVA. En revanche, dans le cas où on meuble le bien, est-ce que les achats sont soumis, je veux dire, est-ce qu'on pourra récupérer la TVA ou pas du tout sur les achats? Non, à partir du moment où on n'est pas soumise sur l'activité de collecter de la TVA pour l'État, on ne peut pas non plus déduire. Alors, Ok. dans l'enjeu de ce truc-là, c'est vrai que je ne voulais pas dire, c'est pas parce que je ne suis pas soumis que je ne peux pas opter volontairement pour la TVA. Ça voudra dire que je vais voir le fisc et j'écris un courrier, je leur adresse soit par mail, soit par courrier physique, qui dit Monsieur le fisc, à partir de telle date, date d'effet bien entendu, j'opte pour la TVA sur mes activités de location courte durée.
et de sous-location, bien entendu. Et donc, permettez-moi de vous le déclarer. Et si c'est le cas, dans ce cas de figure, je fais de l'application de TVA sur mes locations à travers les plateformes Airbnb. Là, ils vous posent plein de questions normalement quand vous vous inscrivez. Donc, vous avez le numéro de TVA Intraco et tout ce qui va avec. Est-ce que vous êtes soumis, oui ou non, etc. Et dans la déclaration auprès du fisc, au moment où je fais la déclaration, si je suis soumise à la TVA, bien entendu, je peux déduire. Alors, la question est de savoir, est-ce que ça a un intérêt? Je dirais, si vous avez plein de travaux, plein de dépenses liées au mobilier, etc., à chaque fois que vous aviez forcément des trucs, pourquoi pas? Parce que pour le coup, j'ai envie de dire, c'est de la TVA déductible qui peut être récupérée rapidement en trésorerie dans les premiers mois quand on est soumis à la TVA mensuelle. Maintenant, il faut savoir que c'est une obligation fiscale qui naît à partir du moment où on est soumis à la TVA et ce n'est pas forcément, on va dire, quelque chose qui est en faveur de votre part vis-à-vis de la comptabilité, puisque quand il y a obligation fiscale, il y a forcément honoraire complémentaire en plus. Il faudrait juste voir à quel coût ça représente, mais si ça ne représente rien vis-à-vis de ce que vous aurez dû payer si vous étiez en gros lié à un comptable par rapport au prix que vous payez initialement ou que vous devriez payer initialement, franchement, je dirais pourquoi pas. Parce que en vrai, le client final qui paye. C'est le client final qui payera la TVA, en grosso modo. Donc, opter pour la TVA, c'est au bon vouloir de tout un chacun, sauf si on fait les 4 services, les 3 services sur 4. On est bon, Jeanne? Oui, autre question, du coup, si on est sur une entreprise qui a plusieurs activités, on peut gérer la TVA par activité. Supposons qu'on a une activité qui inclut qui a la TVA, mais qu'on fait aussi la sous-location. Dans ce cas, sur tout ce qui concerne les prestations qui concernent la sous-location, on peut ne pas facturer de TVA et donc on ne la récupérera pas. Oui. Et vice-versa, sur les activités qui sont soumises à la TVA, c'est ça? On peut dans la Alors, chaîne de petites activités ou pas? pour moi, alors, je vais te répondre par rapport à ça. La question, elle a été posée plusieurs fois. Je déconseille fortement de faire du cumul d'activités et soumis à TVA et non soumis à TVA pour 2 raisons. C'est que, en fait, quand on va faire le tableau de déclaration, on va voir activité imposable, activité non imposable. Et en fait, on va devoir te calculer le ratio que représente la partie imposable par rapport à l'ensemble de ton chiffre d'affaires. Donc, on va cumuler la sous-location qui n'est pas imposée versus l'activité qui est imposée. Pourquoi on fait ce ratio? Ce ratio est censé déterminer la partie déductible ou non déductible de toutes les charges que tu as pu acquérir. OK? Donc, imaginons que j'ai acheté plein de trucs, je pensais que je pouvais tout déduire. En fait, au final, on me dit qu'en fait, on va devoir m'appliquer un taux fonction de la partie imposable et non imposable. Tu vois ce que je veux dire? Finalement, tu peux te retrouver lésé par rapport à ça en faisant un cumul d'activités sur une même structure juridique soumise à TVA et non soumise à TVA. Donc, pour le coup, je déconseille fortement d'avoir dans la même activité, dans un seul cocon juridique, 2 activités qui ont une fiscalité différente. C'est good. Allez, on poursuit. Nickel, c'était très clair. Juste, Joël, c'était écrit dans 5 minutes, le live allait s'arrêter. Donc, je pense que tu as fait une limitation de temps. Ah, d'accord. Donc, ça serait On va dommage essayer qu'on soit de. coupé, qu'on n'ait plus personne. Voilà, juste pour info, petit sujet D'accord. technique. Mais si tu veux, tu peux passer sur la slide suivante. Et C'est comme bon, ça, moi, super. j'avance. On y va. Le temps que tu règles le petit point technique. La slide suivante. Ah, Du c'était coup, toi, pardon. c'était toujours moi. La question était, en tout cas, cette slide avait pour objectif de vous déterminer un tout petit peu les différentes options possibles d'exploitation, en tout cas les différents cocons juridiques qui existent pour exploiter, en grosso modo, l'activité de sous-location. Ici, ce n'est pas forcément exhaustif, mais j'ai quand même tendance à vous souligner un petit statut qui existe, qui est l'entrepreneur individuel, qui est le régime le plus absolu de l'entreprise, de la micro-entreprise ou de l'auto-entreprise, comme on le connaît régulièrement. Souvent, elle est méconnue, elle n'est pas souvent abordée et aujourd'hui, elle fait l'objet d'une nouvelle mise à jour en termes de loi. Ça fait depuis 1 an maintenant, donc début 2023, qu'on a la possibilité de soumettre l'activité de l'entrepreneur individuel ou de l'entreprise individuelle à l'impôt sur les sociétés.
ce qui donne quand même un sacré avantage vis-à-vis de ce statut par rapport aux sociétés. Alors, qu'est-ce que l'entreprise individuelle? Un point numéro un, c'est le fait que moi, je me lève, que j'aille voir les impôts, voire même l'INPI, et je dise, je veux réaliser une activité. Comme un autre entrepreneur pourrait se lever et faire une activité classique et le déclarer classiquement. Sauf que, pourquoi on attribue le nom de entreprise individuelle au lieu de micro-entreprise? C'est simplement que le régime adopté est le régime réel d'imposition, c'est-à-dire que dans la déclaration des chiffres qui sont liés justement à cette activité, on fait comme une société classique. Bénéfice moins charge égale, enfin, chiffre d'affaires moins charge égale bénéfice. Et donc, en partant de ce principe-là, je me dis qu'il est intéressant de vous parler de l'entreprise individuelle pour ceux qui sont seuls et qui souhaitent se lancer sans forcément avoir toutes les obligations liées aux sociétés, à savoir que quand on crée une société, on doit effectivement établir les comptes annuels de la société, donc faire le bilan, et on doit aussi faire l'assemblée générale annuelle et déposer les comptes auprès du greffe. Ça fait trois choses qui sont importantes et qui sont liées à une personne et qui, en l'occurrence, naturellement, génèrent des coûts quand vous ne savez pas le faire. Donc, est-ce que déclarer une autre entreprise, c'est facile? Oui. Est-ce que déclarer une entreprise individuelle, c'est facile? Là, j'ai envie de dire aussi oui. Attention, l'incompatibilité de ce statut juridique est formelle si vous êtes, bien entendu, frappé d'interdiction ou d'incapacité commerciale. Vous savez qu'on a tous le droit de signer des actes juridiques, de signer un contrat avec tout le monde. Et par essence, en général, quand on est majeur, on a la possibilité d'effectuer des activités commerciales. Et si on est frappé d'interdiction, ou on est sous tutelle, ou on est éventuellement sous certaines interdictions, on est incapable de pouvoir exercer une activité commerciale et donc forcément de faire de la sous-location. Donc, mon conseil pour celui-ci, c'est pouvoir exploiter aussi cette partie-là. Objectif de cette partie, c'est d'opter pour l'impôt sur les sociétés et on pourrait arrêter cette activité à tout moment quand on le souhaite, c'est-à-dire du jour au lendemain et sans forcément subir tous les coûts qui sont liés à la fermeture d'une société quand on voudrait arrêter aussi. Donc, si vous êtes seul et que vous voulez entreprendre classiquement, pensez peut-être à l'entreprise individuelle avec peut-être le régime d'imposition réel. Et pour ceux qui le souhaitent, pourquoi ne pas opter pour l'IS pour être taxé comme une société classique et donc détacher l'imposition de la personne, de l'activité à la personne physique vers, bien entendu, une imposition qui sera elle-même liée à elle-même plutôt, je veux dire. J'aimerais juste rebondir sur ce que tu disais, donc au préalable, parce que moi, je n'avais pas connaissance de ça. Donc, au préalable, avant une micro-entreprise, ok, c'est pratique parce que tu mets ça assez rapidement en place, Exactement. etc. Il faut Tout à être fait. seul, bien évidemment. Et donc, ça rentrait dans ton imposition globale personnelle. Donc, aujourd'hui, on a un régime qui a été rajouté sur cette micro-entreprise où on a la possibilité tu me dis si je me trompe, on a la possibilité en fait d'être seul, mais d'avoir un régime, non pas du coup des particuliers, mais un régime de société et donc de pouvoir mettre en place les charges. Parce qu'aujourd'hui, dans cette activité, ce que je disais systématiquement, c'est que c'était pas intéressant de passer par une micro-entreprise parce que, au niveau des propriétaires, ben, en fait, ça fait un petit peu moins sérieux que si on a une société commerciale. Deux, bah, en fait, on a plein de charges, achat de mobilier, les charges de ménage, tout ce qui est… On ne peut pas déduire en micro-entreprise. Voilà, on ne pouvait pas le déduire. Donc aujourd'hui, ce que tu es en train de dire, parce que c'est ultra important, c'est que depuis 1 an, on a cette possibilité de passer par une micro-entreprise et donc de déduire ces charges-là. Alors, ce n'est pas la micro-entreprise dont je parle exactement. C'est le fait, et ça a toujours existé, l'entreprise individuelle. L'entreprise individuelle, c'est la forme évoluée de la micro-entreprise. Donc, c'est la EI, en fait, c'est ça? C'est la EI, exactement. C'est la EI. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui est nouveau dans l'histoire, c'est que la EI, par défaut, en fait, quand on génère l'activité, quand on fait une déclaration, on fait une liasse fiscale comme une société. Et on rentre des chiffres d'affaires et on déduit des charges. Et là, donc, on reviendrait à calculer un bénéfice comme dans une société. Sauf que ce bénéfice-là, dans une entreprise individuelle, est taxé à la personne physique. Okay? Ce qui est nouveau dans l'histoire depuis 1 an, c'est le fait de pouvoir opter dans les 5 premières années de la création de l'EI en question
à l'imposition sur les sociétés plutôt que l'imposition sur les personnes physiques. Et là, dans ce cas de figure, l'option est ad vitam et irrévocable, donc on ne peut pas le changer à tout moment. On ne peut pas décider du jour au lendemain de le changer quand on opte, donc c'est définitif, jusqu'à la fermeture de l'entreprise. Et du coup, au lieu que l'imposition soit directement sur notre avis d'imposition, en réalité, là, c'est détaché comme dans une société, l'impôt est payé par la société, par l'entreprise. Ok, génial. Okay, très c'est clair. ça qui est nouveau. C'est l'option à l'IS qui est nouveau depuis maintenant 2023. Ok, merci. Ok. Ouais. Donc, il me semblait important carrément de vous parler de ça. Et en fait, pour le coup, c'est quand on est seul et qu'on a le budget, l'avantage la plus absolue. Ok. Plutôt que de créer une URL où en fait on va devoir créer, donc payer une création d'entreprise, rédiger des statuts comme il faut bien entendu, et payer une compta, payer le juridique, etc., etc. Et tous les formalismes obligatoires qui sont liés à ce truc-là. Ok. Natacha? Oui. Moi, j'ai une question par rapport à l'entreprise individuelle en mode IS. Qu'en Yes. est-il en fait? Est-ce que c'est comme les sociétés où lorsqu'on veut se distribuer des dividendes, il y a un protocole particulier où je peux prendre cet argent Non. comme je veux, comme quand je suis en LMNP ou LMP? Yes, alors en fait, la prise de fonds, ouais, effectivement, tu compares très bien parce que c'est une LMNP au régime réel, c'est une entreprise individuelle aussi, seulement il est traité un peu plus particulièrement. La prise de rémunération à l'intérieur d'une entreprise individuelle soumise à l'IS est considérée comme de la rémunération que vous prenez. Pour le coup, c'est le traitement le comptable, il fera le traitement approprié qu'il faut, mais il devra déclarer que vous êtes pris rémunération de chef d'entreprise ou de gérance à hauteur de X. Donc, Et en fait, là, c'est soumis à cotisation. ok, donc est-ce il y a aussi l'option, par exemple, de prendre des dividendes si on souhaite? Non, C'est vraiment comme pas une dans ce statut. SAS? Ah, C'est pas d'accord. comme dans une SAS, non. Ok, et c'est quoi la différence avec le URL en fait? Eh ben, c'est le même statut du dirigeant et c'est les mêmes cotisations les mêmes formules de cotisation qui sont utilisées. Le seul enjeu, c'est que ici, on est dans une forme juridique sociétaire et là, on est dans une activité qui est confondue avec la personne physique. Juste l'impôt est payé par l'activité pour l'activité. Ok, donc, et dans ce cas, par contre, contrairement à la location meublée, il faudrait vraiment avoir une traçabilité des dépenses des fonds en compte spécifique. Est-ce qu'on peut avoir un compte personnel ou il faut vraiment un compte de société? Pour moi, il faut avoir un compte professionnel approprié ou un compte en tout cas dissocié à cette activité-là. Ok, Encore une fois, la sous-location, il y en a qui en font une activité, on va dire, professionnelle à temps plein et pendant plusieurs années. Moi, je conseillerais que si on a besoin d'une activité de fonds très rapidement, compte tenu des chiffres que va annoncer peut-être Sermia tout à l'heure, créer et dissoudre l'entreprise individuelle, c'est chose aisée, beaucoup plus aisée que d'avoir une société. Ça nécessite les mêmes formalismes au niveau de la déclaration fiscale, donc de l'alias fiscal et tout, comme les sociétés classiques que vous voyez ici. Le seul hic, c'est que le revenu est rattaché à nous et qu'on a la possibilité d'opter derrière pour l'IS. Et quand on va clôturer la structure, on n'a pas beaucoup de formalités à faire et les chiffres sont déjà rattachés à nous, donc forcément taxés à nous, ajoutés à nous, comme dans une location meublée non professionnelle que vous aviez tous aujourd'hui. ok, merci. OK. Je vois pas les questions. Combien de micro-entreprises avont le droit de créer? Ah, combien de micro-entreprises avont le droit de créer? En fait, tu ne peux avoir qu'un sirène. En fait, c'est pas une question de nombre de micro-entreprises qu'on peut créer. On ne peut avoir qu'un sirène par personne dans un foyer fiscal ou par foyer fiscal. Donc, si je suis seul avant de créer une union, je peux avoir déjà un numéro sirène. Et si je suis déjà dans une union et que je crée une entreprise individuelle, j'ai un numéro sirène. Maintenant, à l'intérieur
du foyer fiscal, il y a plusieurs natures de revenus. On retrouve les fameux BIC que vous connaissez tous, les fameux bénéfices agricoles que vous connaissez, les fameux bénéfices non commerciaux, les revenus fonciers, etc. Dans toutes ces natures de charges, j'ai la possibilité d'exercer des activités et donc forcément d'avoir plusieurs sirettes. OK? Donc, je ne peux pas avoir 10 000 BIC. Je vais en avoir qu'un seul, mais qui exerce plusieurs activités. Ça voudra dire quoi? Que si j'avais déjà une entreprise individuelle qui faisait déjà une activité professionnelle principale, je peux très bien y rajouter, en grosso modo, l'activité de sous-location, mais il faut que ça devienne l'activité principale pour que ça soit réellement considéré comme acté. OK? Et Donc, parallèlement, je peux continuer. Comment? un maximum de une adjonction, du coup. Oui, une par branche de revenus. Donc, sachant que le meublé, la location meublée, c'est à part, le revenu BIC, quand vous prenez le revenu BIC, qui est un revenu de nature commerciale, que vous déclarez une activité, par exemple, je dis n'importe quoi. Imaginons là, Samia, je sais que tu es agent immobilier. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, bon, alors disons que Samia est agent immobilier, OK, aujourd'hui. Donc, elle déclare une activité de type peut-être BNC, d'accord? C'est le propre même de l'activité de l'agent immobilier parce que son activité, par nature, est déclarée en BNC, OK? Elle a la capacité de dire, tiens, je vais essayer de faire une activité en sous-location, déclarée toujours à la même adresse, puisque c'est une activité de sous-location qui est différente de l'activité de BNC. Et donc, du coup, déclarer une autre activité avec, donc, quand elle va déclarer son activité de sous-location, elle aura un numéro sirène identique, mais les 5 derniers chiffres seront différents. OK? Ça voudra dire qu'elle cumulera l'activité d'agent immobilier qu'elle déclarera à part, puisque c'est une IAS fiscale qui est correspondant à cette activité-là. Elle déclarera en fait une activité BIC qui est liée à l'activité de sous-location et donc forcément une IAS fiscale appropriée parce qu'elle a choisi le régime réel. OK? Donc, la nature d'activité détermine la branche. Maintenant, si je suis déjà en sous-location avec cette activité BIC, mais que derrière, je veux faire, par exemple, de l'achat-revente de produits, je ne sais pas moi, de produits d'automatisation, les fameuses clés et tout le tralala, et ben ça deviendra une activité annexe à mon activité principale qui est celle de la sous-location. En fait, il faudrait que j'en choisisse une. Je ne pourrais pas cumuler plusieurs activités principales dans la même nature. Toujours une en fait qui sera dominante et Exactement. qui générera le max de chiffre d'affaires et puis l'autre sera une sous-activité qui sera moins importante. Et qui sera même visible parce que on vous attribue qu'un seul code NAF. On ne peut pas vous attribuer plusieurs codes NAF. Si vous faites de la sous-location dans l'hébergement touristique, vous aurez en gros le code NAF de la location touristique. Par contre, si vous faites de l'activité d'achat-revente, donc du commerce de détail, vous ne pourrez pas avoir l'activité de commerce de détail et l'activité de location tourisme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, il y en a une qui est principale et qui est visible par tout le monde. Donc, quand on va voir votre fiche de INSEE là, de création de société, on voit que vous faites une activité qui est titre principal, mais on ne saura pas que vous faites de l'activité d'achat-revente, alors même que vous en faites. Et donc, libre à vous de l'intégrer dans le revenu et donc de déclarer, parce que sinon, derrière, c'est des taxations ou des pénalités qui sont liées. OK? Et est-ce qu'on peut avoir une troisième? Tout le monde peut faire plusieurs activités. Le problème, c'est la déclaration. Ce n'est pas le fait de faire une activité ou plusieurs activités qui pose problème. Au jour du jour, il y a une année, quand j'ai fait une adjonction à mon activité, à ma micro-entreprise de gîte, de maison d'hôtes, on m'avait indiqué que j'avais le droit d'une seule adjonction. Je ne pouvais pas en faire 2 ou 3 ou à l'infini. Non. C'est dans non? Non. On peut très bien rajouter. Alors, normalement, si vous avez déjà eu l'occasion de faire un changement de code NAF, vous avez la possibilité d'indiquer le nombre d'activités que vous faites. Il y a une liste, il y a, on va dire, plusieurs lignes qui vous seront affichées et vous direz à 80%, j'exerce l'activité de gîte ou de location courte durée. À 10%, je fais peut-être de l'achat-revente de marchandises. À 5%, je fais X, Y. Donc, finalement, c'est celui qui est le plus important qui prendra le pas et qui aura un code NAF qui vous sera attribué, okay, qui vous donnera le code NAF approprié. Mais celui qui vous dit qu'il n'y en a qu'un seul qu'on peut faire, non. En fait, on peut en cumuler plusieurs. Il y en aura un seul qui sera visible et c'est celui-là qui sera sur le site de l'INSEE. OK? Ok, super.
Yes. Je prendrai juste une dernière question, après je poursuis ma présentation. Je crois que Natacha. Il y a Natacha, si tu veux. Elle dit, mais on est d'accord que pour chaque sous-activité, je peux être en LMNP, par exemple, sur une, au micro-BIC sur une autre activité et en réel d'imposition sur une autre. C'est quoi le plafond revenu ici en réel pour la sous-loc? Alors, il n'y a pas de plafond lorsqu'on déclare une activité professionnelle. C'est libre à nous et c'est nous qui choisissons notre limite. On C'est ne fait pas l'imposition qui va changer, du coup. C'est ça que... exactement, exactement. Mais il n'y a pas... Ne pas confondre l'activité de loueur en meublé non professionnel avec le fait de faire de la sous-location. Une activité de sous-location, c'est une activité commerciale qui est régie effectivement du BIC, mais qui n'a rien à voir avec le fait de détenir un bien et de le louer en courte durée ou en location classique en non professionnel. C'est deux choses totalement différentes. D'accord. Mais en fait, tu sais, au niveau des activités BIC, par exemple, de achat-revente ou prestation de services, il y a des plafonds. Est-ce que pour la sous-loc, il y a des plafonds? Oui, mais alors, tu me parles des plafonds qui sont à la fois sur le plan du micro, donc de passer du régime micro au régime réel, et tu me parles également du plafond qui t'oblige à faire de l'option à la TVA. Donc, je reviens sur mes propos. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la TVA et je vous ai dit que quand vous faites de l'hébergement touristique en professionnel, en toute logique, vous n'êtes pas soumis à la TVA parce que la nature de l'activité n'y est pas soumise. Par contre, si vous optez pour la TVA, libre à vous de le faire. Si vous faites les 3 activités sur 4, vous êtes par obligation obligé de le déclarer. Maintenant, le fait de faire de la sous-location, grosso modo, en fait, ne vous plante pas de seuil. Le seuil dont tu me parles est le seuil qui oblige à revenir au statut réel d'imposition alors qu'on était en micro. Ah, d'accord. OK? Donc, là, je choisis OK. volontairement de vous dire, ne faites pas du micro. Samia l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas du tout avantageux pour faire de la sous-location quand on fait du micro-entreprise, parce qu'on ne s'intéresse pas aux charges dans la déclaration et dans l'imposition. Par contre, si vous êtes au réel, là, on prendra vos bénéfices réels attitrés, appropriés, parce que du coup, vous aurez à le déclarer. Maintenant, la question est-ce que vous optez pour l'impôt sur les sociétés ou est-ce que vous restez sur le régime du droit commun qui est celle de taxer le revenu dans votre foyer fiscal comme vous avez l'habitude de déclarer vos revenus classiquement. C'est ça le truc en fait. OK? Myriam. Non, c'est bon, tu as répondu à ma question. Nickel. Ah, OK. C'est bon? Génial. Eh ben, je poursuis. Et donc, pour le coup, pour moi, l'entreprise individuelle, c'est un vecteur qui est plutôt intéressant. Pourquoi les gens ne le choisissent pas? Parce qu'il y a plutôt une communication qui est forte au niveau des sociétés, de la mise en place des sociétés. Ça fait des gains pour les cabinets. Moi, je vous invite, si vous voulez, à me nourrir, effectivement, à me voir pour que je vous crée vos sociétés. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ça n'empêche pas que derrière, on doit tenir une comptabilité. On doit, en grosso modo, effectuer des formalités de déclaration auprès du fisc et c'est tout autant aussi obligeant que sur une société personnelle. Seulement, la liquidation elle part très vite, c'est-à-dire qu'on peut choisir demain d'arrêter toute activité et donc forcément de liquider tout ce qu'il faut. Et on peut très bien aussi décider de créer l'entreprise très vite et vous l'avez déjà fait et expérimenté par le biais d'une activité d'auto-entreprise. Donc, pour ceux qui sont déjà auto-entrepreneurs, vous savez de quoi je parle. Myriam. Ah, pas de question, donc je baisse la main pour toi, t'inquiète pas. Et là, on poursuit. Donc, les autres formes de société, vous les connaissez tous, hein, EURL et SASU. Là, ce qui change la donne sur les deux, société de personnes ou société de capitaux, c'est juste le statut du dirigeant qui n'est pas dans le même régime. Ici, on est assimilé salarié quand on se verse de l'argent. Et de l'autre côté, on est gérant majoritaire et ce n'est pas les mêmes cotisations. Pour le coup, quand on est frileux quand on est plutôt dans une activité porteur et qui est capable de nous rémunérer avec des chiffres intéressants, j'ai envie de dire que être dans le statut du gérant majoritaire, c'est plutôt intéressant et donc forcément, c'est le même statut qu'on porte ici également quand on est en entreprise individuelle. OK?
Pourquoi? Parce que c'est moins de cotisations sociales, tout simplement. S'il y en a qui se posent la question, voilà la réponse. Quand on paye à revenu équivalent ici entre les deux, les cotisations sociales sont beaucoup moindres là quand les revenus commencent à augmenter. Et donc, on parle de peut-être 30 000, 20 000, 40 000 euros de revenus nets perçus. Allez, quelques conseils pour les statuts, pour ma part. Si vous choisissez peut-être une forme sociétaire, pour moi, c'est important de bien élargir en fait la zone d'activité et donc de ne pas la fixer, comme on disait tout à l'heure, je vais faire de la sous-location. C'est comme une rédaction de contrat. Vous faites un contrat avec vous-même pour dire je délègue en fait l'activité à telle personne juridique qui est une société. Donc à ce moment-là, je dis la société a pour objet la location et la sous-location. Donc, je ne limite pas que à la sous-location. Je fais aussi état des lieux de la location sur une base temporaire ou permanente. Donc, forcément, si je prends un bien, on va dire, juste pour une saison ou un bien juste pour du permanent, il n'y a aucun problème. Là, je ne suis pas limité. Donc, vous pouvez copier cette phrase-là si vous voulez. La société a pour objet la location et la sous-location sur la base temporaire ou permanente de tout type de biens immobiliers. Ça voudra dire qu'on peut ne pas se limiter qu'à des appartements. On pourra faire des biens immobiliers de type maison, j'en sais rien si c'est intéressant ou pas, c'est pas mon domaine. Je vous laisse bien entendu parler de ça avec Samia. Mais voilà, on ne se limite pas à que des biens immobiliers de type appartement. Il faut également penser peut-être à inclure d'autres typologies d'activités. Pourquoi pas la gestion, l'entretien, le bien, des biens immobiliers, ainsi que les prestations de services et conseils relatifs à de la sous-location. Ça pourrait être intéressant pour ceux qui développent vraiment d'aller vers ce sens-là. Troisième chose, c'est d'assurer effectivement que l'objet social est en accord avec la réglementation. Donc, ça à surveiller de près. Que dit la sous-location au niveau français, au niveau légal aujourd'hui, et ne pas dépasser les limites autorisées par la forme juridique et par l'objet social. Donc, je me limite bien entendu à tout ce que je fais et j'ai déclaré dans les statuts. Et donc, plus les statuts sont larges, plus vous pouvez faire des activités. Moins les statuts sont larges, moins vous pouvez faire d'activités. Dernier conseil, et là, je reviens là-dessus. Ne cumulez pas des activités qui ne sont pas soumises à la TVA avec des activités qui sont soumises à la TVA pour deux raisons. C'est que vous serez pénalisé dans les faits. Voilà. J'allais rebondir dessus exactement pour dire la même chose. De toute façon, si vous avez besoin de rédiger vos statuts, ça veut dire que vous êtes en train de créer votre entreprise. Si vous avez besoin de créer votre entreprise, là, vous allez voir directement Joël. Et du coup, lui pourra vous dire exactement ce qu'il faut mettre dans les statuts. Donc, du coup, là, on va passer à une étude de cas. Donc, je suis contente de vous dire, c'est la première fois que je le fais. J'ai fait les chiffres juste avant, juste pour préparer cette rencontre. Je ne l'avais jamais fait avant. Donc, du coup, pour vous expliquer, là, je vais vous présenter une étude chiffrée de mon premier logement. Donc, pour vous mettre dans le contexte, c'est un logement que j'ai pris en mars 2022 et que j'ai restitué. Donc, ce qui est bien, c'est que dans mon business aujourd'hui, on peut dire que j'ai fait une étude complète. J'ai vu comment prendre un bien, comment l'exploiter et comment ça se passe aussi pour rendre le bien, les différentes négociations qui peuvent avoir lieu avec le propriétaire et tout ce à quoi il faut s'attendre lorsqu'on rend un bien. Donc, on va dire que voilà, j'ai une étude complète du coup de tout le processus. Et donc, cet appartement, c'est un petit studio de 20 mètres carrés qui était situé en Île-de-France. Qui avait un petit atout avec une terrasse. Donc la terrasse n'était pas privative, c'était une terrasse commune, mais que j'ai décidé d'exploiter quand même et j'ai jamais eu de soucis. Donc en termes de séjour, les séjours moyens, c'était de 3 à 4 nuits. Donc ça, c'est important quand vous allez faire votre étude de marché, d'essayer d'avoir une idée. Alors bon, c'est pas très grave si vous ne l'avez pas, mais d'essayer d'avoir une idée de les clients types qui y sont et combien de nuitées en moyenne ils vont réserver. Donc voilà, moi, c'était des séjours moyens de 3-4 nuits. En général, le prix moyen à la nuitée, j'étais à 80% et en taux d'occupation à 92%. Donc, quand on voit un taux d'occupation aussi important, il y a une remarque qu'on peut se faire, c'est que le taux d'occupation est vraiment énorme. Donc, potentiellement, mon prix moyen peut-être était un petit peu faible et que j'aurais pu avoir un prix moyen un peu plus élevé. Du coup, pour avoir moins de réservations en nombre de quantités, donc moins de gestion, mais du coup, gagner plus, entre guillemets, avec un taux d'occupation et avoir un taux d'occupation plus faible. Donc, en fait, là, en vous donnant les chiffres, je vous fais aussi je vous donne aussi les points importants et les remarques que moi, je me suis faites suite à cette étude de cas.
Donc, on va passer à la slide suivante. Et après, sinon, sur les photos, voilà, si tu peux revenir avant, Joël, pardon, sur les photos. L'idée, c'est que là, c'était un meublé. Donc, en fait, il y avait un petit coin nuit, comme c'était tout petit, un petit coin nuit, en fait, qui était séparé par un petit muret, une belle verrière qu'on ne voit pas, en fait, qui est sur la gauche du lit. Et sur la droite du lit, en fait, il y avait une fenêtre. Et cette fenêtre, elle menait en fait à la table qu'on voit à l'extérieur. Et donc, en fait, tout était nickel dans l'appartement. J'ai juste acheté la table extérieure. J'ai fait une espèce de faux gazon au sol. Et j'ai, par contre, acheté le canapé convertible. Le canapé blanc était convertible, en sachant que bah, voilà, les propriétaires, eux, ils avaient un petit canapé de place Ikea basique qui n'était pas convertible. Donc voilà, pour optimiser, pour pouvoir accueillir jusqu'à 3 personnes. Initialement, j'avais essayé 4 personnes, mais en fait, je me suis rendu compte que voilà, j'ai voulu trop optimiser le logement. C'était que 20 mètres carrés et donc du coup, bah, ça passait pas. Donc j'avais un peu des mauvais retours en disant que bah, à 4, c'était un peu étroit. Donc j'ai décidé en fait de changer, de proposer que pour 3 personnes. Donc ensuite, j'ai fait une étude mensuelle. Du coup, ça, je l'ai faite que sur l'année 2023, donc de janvier 2023 à décembre 2023. Donc, ce que vous pouvez voir dans l'histogramme en bleu, donc c'est le chiffre d'affaires que je faisais. Donc, on voit en Île-de-France, sur mon secteur, bah, il y avait une petite saisonnalité quand même. Il y a des mois qui cartonnaient, bah, comme le mois de mars, le mois d'avril. Donc, c'était surtout le printemps, entre février, on va dire, et jusqu'à juin, juillet. À partir du mois d'août, on avait un petit peu moins de réserves. Donc, dans la région parisienne, moi, c'est ce que je ressens sur tous mes logements, c'est que l'été, c'est moins intéressant que le printemps. Et du coup, novembre, décembre, janvier, c'est un peu les mois qui sont, on va dire, morts. Mais en fait, on se rend compte que si on regarde le bénéfice, donc ce qu'on voit en orange, je dégageais toujours quand même un bénéfice malgré le fait qu'il y avait des mois qui étaient moins intéressants. Donc ça, c'est important aussi quand on fait son étude de marché. Je reviens toujours à ça. Je suis désolée, je me répète, mais je viens toujours à ça. L'étude de marché est vraiment importante pour bien étudier le bien et pas se dire qu'en fait, on va se retrouver avec des mois où on va être en négatif. Il faut vraiment essayer d'éviter ça. Et donc là, je vous ai fait, donc suite à cet histogramme, je vous ai fait du coup le bilan chiffré et le bilan mensuel. Donc on va plutôt s'attarder sur le bilan mensuel. Donc on voit que sur cet appartement, j'avais un chiffre d'affaires de 30 802 euros, ce qui faisait un chiffre d'affaires de 2 567 euros. Donc lorsqu'on enlève tous les frais, donc faut bien avoir en compte et bien penser à toutes les charges. Donc, on a le loyer qui était de 850 euros. Donc, comme je vous disais, je louais un parking à côté en plus dans une autre résidence à 75 euros tous les mois. Donc, les frais de ménage, j'ai fait une moyenne parce qu'on n'a pas autant enfin, le nombre de ménages, vous imaginez bien, n'est pas le même chaque mois. Différent en fonction de l'entrée-sortie. Oui, voilà, exactement, en fonction des entrées-sorties. Donc, j'ai essayé d'avoir une estimation globale. Donc, ça me revenait à 300 euros de frais ménage avec la société avec laquelle je passe. Il y avait l'abonnement électricité qui était à peu près à 100 euros par mois, en sachant que tout était à l'électrique dans le logement, ballon d'eau chaude, donc chauffage, tout était à l'électrique. Ensuite, on a l'abonnement Internet, l'assurance. Donc, ça, c'est un point qui est ultra important. Il faut avoir une assurance spécifique qui permettent la sous-location professionnelle. On ne prend pas n'importe quelle assurance. Donc ça, si on a fait une formation, en général, dans la formation, il y a un partenariat. Moi, aujourd'hui, je suis en train de construire un partenariat avec AXA. D'ailleurs, j'ai rendez-vous demain avec la personne en charge des sous-locations professionnelles chez AXA pour essayer de proposer, on va dire, à ma communauté un prix intéressant. Parce qu'en fait, il y a des assureurs malheureusement qui connaissent pas bien en fait la sous-location professionnelle et qui risquent de vous proposer une assurance qui n'est pas adaptée. Et souvent, il y en a qui font des assurances extrêmement chères. Voilà. Et après, dans les autres frais, qu'est-ce que j'ai comptabilisé? J'ai comptabilisé les frais de gestion. Qu'est-ce que j'appelle les frais de gestion annexes? J'utilise des outils pour m'aider à définir les prix, comme PriceLab. J'utilise un channel manager. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas un channel manager, voilà, Bets24, voilà. Il y a plusieurs channel managers super hot. Ça permet en fait d'avoir une vue d'ensemble sur tous les biens qu'on exploite. Donc, c'est vraiment le pilote pour gérer tous ces appartements.
Donc, j'ai inclus voilà, des frais annexes à hauteur de 50 € par mois. Et donc, du coup, en résultat avant imposition, en 2023, bah, j'étais à 13 702 €. Donc, vous rendez compte que là, entre le chiffre d'affaires qui est à 30 802 € et le résultat avant imposition qui est à 13 702 €, c'est qu'il faut vraiment bien faire son étude de marché, bien prendre en compte toutes les charges, parce qu'il y a un delta quand même important. Les charges sont assez conséquentes quand on fait de la location courte durée. Et donc, en gros, l'idée, c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'en résultat, avant imposition mensuelle, j'étais en moyenne à plus 1142 € par mois. Donc, c'est quand même ultra intéressant. On arrive quasiment à un SMIC. Et en résultat net, 971 € avec l'impôt sur le résultat que j'ai comptabilisé qui est pour moi à 15% avec une société commerciale type SAS. Donc, au final, en moyenne, sur l'année, je suis en bonus tous les mois de 971 € et ça seulement sur un bien. Donc, une fois que vous avez fait le travail sur un bien, je vous dis, vous dupliquez ça sur plein de biens, c'est vraiment une opportunité de dingue. Et moi, je vous dis, pour ceux qui ne le font pas encore, allez-y, foncez parce que ça rapporte quand même de l'argent pour le travail qui est nécessaire au début, certes, peut-être un peu compliqué, un peu laborieux, etc. Mais une fois que vous êtes lancé, ça peut rapporter vraiment beaucoup d'argent. Et pour la petite anecdote, si tu peux revenir sur la slide d'avant, s'il te plaît, Joël. Lorsqu'on a préparé les slides avec Joël, tout à l'heure, il me dit quoi? Il me dit, Samia, ok, tu l'as pris en janvier, l'appartement, alors qu'en réalité, je l'ai pris en mars. Bref, je l'avais pris en mars 2022, pardon, l'année d'avant. Il me dit, Samia, tu l'as pris en janvier, mais tu en as eu plein d'autres. Il faut bien que tu mettes en dessous de avril 2023 l'appartement numéro 2, en juillet 2023, appartement numéro 3, parce qu'en fait, lui, il pensait que ces chiffres-là, c'était des chiffres pour plusieurs logements. Et je lui dis, mais non, Joël, ça, c'est les chiffres pour un bien. Tellement il était étonné de se dire, bah, en fait, avec un seul bien, on peut générer presque 1 000 € de net après imposition. Voilà, ça, c'était la petite anecdote pour taquiner Joël. Yes. Tu n'as pas manqué. Bon, en tout cas, bravo pour tes chiffres en grosso modo. Tout ce qu'on peut dire, c'est est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces chiffres-là? Je pense qu'on a abordé pas mal de choses. On a un tableau clair de tout ce qu'il pourrait y avoir dans le cadre on va dire, d'une exploitation de sous-location sur une société. On a la liste des charges qui sont plutôt récurrentes. Donc voilà. Irma? Merci, franchement, c'est top les tableaux que vous avez faits. Et j'aimerais savoir si on était en entreprise individuelle, du coup, l'imposition, elle allait être à quel pourcentage sur ce cas, par Alors exemple? oui, alors prenons le cas, effectivement, ça m'est traversé l'esprit, je ne sais même pas pourquoi je ne vous ai pas dit, mais très bonne question de ta part. Là, on est en société, donc en fait, on impose ce résultat-là et par conséquent, il est à 15%. Donc que ce soit en EURL ou en SARL, bien entendu, on aurait eu 15% parce qu'elle n'a pas dépassé 42 500 de seuil qui permet de caper le truc à 25% de nouveau. Mais le premier palier de bénéfice qui ne dépasse pas 42 500 est taxé à 15%. La seule chose que je peux vous dire, c'est que si vous étiez en EURL, vous aurez eu des cotisations sociales forfaitaires annuelles qui sont obligatoires et qui sont d'ordre de 1500 minimum quand vous êtes sans revenu pris dans la structure. Donc ici, on voit bien que dans les charges, elle n'a pas comptabilisé de prise de revenus, à titre perso. Si on était en entreprise individuelle, on aurait eu les mêmes chiffres, on aurait eu le même résultat, sauf que ce résultat-là, il sera cumulé, il sera considéré comme un résultat BIC qui sera cumulé avec naturellement les autres revenus de mon foyer. Donc, si je suis salarié, donc revenu T, travailleur salarié. Si j'ai des dividendes par-ci, par-là, parce que j'achète des actions en bourse, donc revenu des capitaux mobiliers. Si j'ai du revenu LMNP, donc nouveau revenu BIC, qui est bien entendu là lié à de la location meublée. Et si j'ai, je ne sais pas moi, peut-être un revenu foncier par-ci, parce que j'ai un logement qui est loué en nu, bah, ça fait en gros du revenu foncier. Donc la somme de tout ça est totalisée,
constitue le revenu global et sera donc soumis au barème progressif que vous connaissez tous, le fameux 0% jusqu'à 10 000, 11 000 et 11% et 30% et 41% et 45%. OK? Donc, on est imposé en fonction de la volumétrie du chiffre qu'on réalise dans le foyer fiscal. Maintenant, ce que je vous disais, c'était que même si on était en entreprise individuelle, on est capable aujourd'hui, et selon les textes, d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Et cette option est censée être faite dans les 5 premières années de la structure de l'entreprise individuelle. Donc, si je la crée aujourd'hui, on part du principe que nous sommes le 20 mars. Et ben, au plus tard, dans 5 ans, je dois opter pour l'impôt sur les sociétés. Jusqu'à ce que j'opte à l'impôt sur les sociétés, je suis toujours taxé comme à l'accoutumée, comme je viens de vous le dire, avec le barème progressif. OK? Maintenant, si j'opte pour l'impôt sur les sociétés et que je décide de me prendre de l'argent, forcément, bah, le résultat de mon argent est pris en compte dans les fameuses charges qui sont comptabilisées ici. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais, merci, tu y as répondu. Donc, ça veut dire que si, par exemple, on est dans la tranche 3 ou 4, c'est pas forcément intéressant d'être en entreprise individuelle dans ce cas-là. Ou peut-être, dans ce cas de figure, opter pour l'impôt sur les sociétés. Merci. Yes. Natacha, on prendra juste une dernière question après toi, ou deux dernières questions après toi, et puis après on arrête. Par rapport à ce que tu disais sur l'impôt sur les sociétés, mais en fait, quand on est quand on n'a pas choisi l'impôt sur les sociétés, on ne peut pas faire du réel. On n'est qu'en micro-BIC quand on fait de la sous-loc, donc on n'a que 30% d'abattement. On est d'accord ou pas? Alors, déjà, l'abattement en BIC, c'est 50%. Pardon, 50%, autant pour moi. Très bien. Et la deuxième chose, c'est je choisis le régime de mon imposition pendant que je crée la structure. D'accord? Donc, si je fais une création de structure et que j'opte pour le régime micro au départ, je serai taxé comme un auto-entrepreneur. Par contre, le régime réel est à choisir au moment de la création. L'option pour l'IS peut être choisie pendant la création, mais peut être choisie, comme je vous disais, dans les 5 ans qui suivent. D'accord? Donc, je crée l'entreprise individuelle avec le régime réel au moment de la création, au moment où je remplis mes formalités. Mais la suite logique de l'histoire, c'est est-ce que j'ai envie d'être à l'IS? Et ça, c'est moi qui le choisis. Ah, d'accord, je comprends. Donc, on peut soit être au micro ou au réel. Et en dessous du réel, on peut être soit à l'impôt sur le revenu. Donc, avec, on est par défaut. On est par défaut. On n'est pas à défaut à l'impôt sur le revenu ou par choix à l'impôt sur les sociétés. Tout à fait. Ok, je comprends mieux. Merci. Yes. Très bien. On prendra une dernière question et après, on vous parlera éventuellement de ce qu'on fait et on terminera là-dessus. Pas de questions, ça veut dire que tout est clair. Allez, top, 22h22. Priez pour nous. Faites des vœux. Allez, qu'est-ce que je propose et qu'est-ce que Samia propose? Aujourd'hui, Samia, bon, j'allais faire le commercial pour toi en vrai. Non, c'est toi qui me. Vas-y. Vas-y, je te laisse, t'étais sur ta lancée, vas-y. Ça fait quelques années maintenant que tu fais de la sous-location. Il s'avère que tu donnes beaucoup pour le club et donc du jour au lendemain, j'ai cru comprendre que tu avais une activité complémentaire qui te plaisait déjà, que tu faisais déjà par défaut, qui est celle du coaching. Donc aujourd'hui, tu t'adosses les services, bien entendu, d'une activité de coaching qui te permet d'accompagner les gens qui souhaitent naturellement faire de la sous-location, puisque ton expérience a fait que avec 8 logements maintenant et les 8 logements que tu possèdes en plus avec ton mari, depuis un moment maintenant en courte durée, en location classique. Voilà. Coaching, apporteur d'affaires. Alors là, je me suis permis d'autoriser effectivement ce truc-là parce que je trouve que toutes les formations se valent sur le marché. Après, il faut choisir le bon personnage. Il s'avère que tu t'es adossé aussi les services de Christopher Wangen pour le coup. On ne t'entend pas. Oui, je disais, du coup, oui, effectivement, je propose aussi en parallèle du coaching. J'en avais déjà fait un petit peu via une formation en immobilier spécialisée dans les immeubles de rapport. Donc, en fait, j'avais été ambassadrice d'une formation et j'avais pu faire un peu de coaching là-dessus et suivre les élèves. Donc, j'avais adoré.
Ensuite, plein d'événements familiaux, personnels qui ont fait que du coup, j'ai arrêté. Aujourd'hui, via la sous-location professionnelle, voilà, je sens qu'il y a vraiment de la demande. Donc moi, on est venu me voir aussi via les formations de Christopher Wengen pour me proposer en fait d'être coach de la formation sous location professionnelle. Donc je ne sais pas si vous savez, mais Christopher Wengen a de multiples formations dans les investissements, la crypto. Voilà, il propose plein de formation et d'accompagnement. Et donc, du coup, ils ont lancé il y a peu, début d'année, une formation spécialisée dans la sous-location professionnelle. Donc, aujourd'hui, en fait, moi, je suis la coach de la formation. Donc, voilà, je propose des coachings de groupe. Et l'idée, c'est que via ces coachings-là, j'ai eu accès aussi à des codes promo pour les personnes. Si vous êtes intéressés, en fait, pour rejoindre le groupe de Christopher Wengen, en fait, j'ai un code promo que je peux vous transmettre, donc que je peux transmettre à ma communauté pour en fait avoir 10% de réduction. Donc ça, faut pas hésiter à venir me voir en off. Donc moi, ce que je communique sur cette activité, on va dire, de coaching, d'apporteuse d'affaires, c'est vraiment via Instagram. Donc j'ai créé il y a peu un compte Instagram, donc les gens me contactent via ce compte-là. Et donc l'idée, c'est que en tant qu'apporteuse d'affaires, je peux vous apporter, on va dire, des affaires et des réductions sur les formations de Christopher Wengen, pas que la sous-location professionnelle, toutes les autres. Je peux vous apporter mes partenaires, comme je fais ça depuis longtemps. Il faut savoir que la location courte durée, de façon générale, je le fais depuis bien avant la sous-location professionnelle parce que je le fais aussi sur mes biens propres. Donc, j'ai plusieurs partenaires, que ce soit sur le secteur de Lille, je rappelle Lille, Paris et Nice. Des prestataires de ménage. Donc voilà, je peux vous mettre en communication avec plusieurs interlocuteurs qui vont pouvoir vous aider à mettre en place du coup votre business de sous-location professionnelle. Pour les coachings, donc je fais des coachings de groupe et des coachings individualisés. Donc ça, j'ai plusieurs formules en fonction de ce que vous avez besoin. Et je fais pour finir de la chasse de biens. Mais en toute transparence, je ne vais pas faire beaucoup la promotion de cette partie-là parce que j'ai énormément de demandes. C'est vraiment, on va dire, le nerf de la guerre aujourd'hui de chasser des biens. Et aujourd'hui, en fait, je refuse des personnes pour la chasse de biens parce que j'ai beaucoup de demandes. Donc, on va mettre un peu de ce côté-là en date aujourd'hui du 20 mars. Je ne sais pas, voilà. Du 20 mars 2024 aujourd'hui, voilà, je ne prends plus personne pour la chasse de biens. Je préfère, je me garde des créneaux plutôt de coaching où je vais accompagner les gens. Je préfère vous accompagner pour que vous soyez autonome dans votre chasse de biens que plutôt vous chasser des appartements one shot et puis que vous ne connaissiez pas en fait le cheminement et comment aborder le propriétaire. Voilà, c'est plus intéressant aussi pour vous de savoir comment chasser des biens et pour ensuite répéter et être autonome là-dessus. Voilà ce que je propose aujourd'hui. Yes. Et du coup, pour le coup, c'est le cabinet qui va vous accompagner si vous souhaitez créer votre entreprise ou avoir un peu plus d'informations sur l'entreprise individuelle et les vertus que ça peut apporter avec les nouveaux avantages ou pas. On peut vous faire du suivi comptable comme à l'accoutumée, tout ce qui va avec. Donc là, pour le coup, c'est le cas classique que tout cabinet peut proposer naturellement, tout en sachant que, comme vous le savez tous, moi, je suis déjà investisseur également et je suis entrepreneur pour le coup. Et donc, voilà, c'est des enjeux qui portent, bien entendu, la certitude de la qualité de travail qui vous sera fournie. Pour nous contacter tous les deux, en fait, il y a nos adresses email et puis il y a le truc Internet que vous connaissez tous. Là, je ne répète pas. Sur ces propos, on vous dit merci beaucoup d'être aussi assidus, C'est vraiment top. d'avoir été très très calme, réglo. Calme, tu trouves? Ils ont bien interagi. Ils ont bien posé, ils ont interagi. Mais J'ai très trouvé calme, ça chacun. ultra intéressant parce que vraiment, ils ont interagi à chaque fois, à chaque slide, etc. Donc, c'était vraiment on va dire, un live coaching vivant. C'était très intéressant pour ça. Yes, et du coup, voilà, pour le coup, s'il y a des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Est-ce que quelqu'un souhaite interagir, dire quelque chose? Irma? Merci beaucoup à vous. Samia, moi j'ai juste une question. Pourquoi tu as lâché le bien, le studio, qui était si rentable? Et est-ce que tu l'as passé du coup à quelqu'un pour qui tu fais de la chasse? Alors, c'est une très bonne question.
Alors, je ne l'ai pas lâché volontairement. C'est les propriétaires qui ont voulu le récupérer parce que du coup, ils se sont rendus compte que ça fonctionnait hyper bien. Donc, en fait, ça, c'est aussi un des risques lorsque les propriétaires sont un petit peu curieux et qui veulent mettre le nez un peu dans votre business. Moi, je déconseille vraiment pas de les impliquer dans votre business. Et en fait, ils ont vu que ça marchait bien. Je pense qu'ils suivaient en fait nos annonces Airbnb, Booking, etc. Et ils se sont dit, bah, pourquoi pas le faire pour nous. Donc en fait, ils m'ont pas dit explicitement, mais moi j'avais clairement compris dans leur jeu, quoi. J'avais vu venir le truc. Et du coup, maintenant, je retrouve l'annonce de l'appartement en ligne et c'est eux en Mais direct qui non, exploitent. mais non, mais non. Ok, Voilà. Donc, mais j'ai quand même pu l'exploiter du coup de mars 2022 à janvier 2024. C'est quand même pas mal pour un logement. ok. Voilà, c'est quand même pas mal. Presque 2 ans. Presque 2 ans d'exploitation. Donc voilà. Et puis, Donc c'est le pas temps grave, ça permet court, de partir de nouveau sur d'autres aventures. Voilà. Et ce qui J'ai était une intéressant, histoire. c'est que pour 2 ans, et ben, à part le canapé que j'ai acheté et le papier peint, j'avais mis le papier peint, mais c'est quelques mètres carrés de papier peint en tête de lit. Voilà, ça m'a rien coûté d'autre. Donc en fait, si les propriétaires s'étaient rendus compte assez tôt ça marchait bien, qu'ils auraient voulu le récupérer, ben, en fait, je prenais aucun risque du coup et j'avais pas trop investi, on va dire. J'ai eu un cas similaire que toi sur ce sujet-là. Et ça fait vraiment mal. Moi, j'ai perdu tout un immeuble. Enfin, j'ai Mince. perdu. Le propriétaire m'avait promis tout un immeuble en gestion, en sous-location professionnelle. Mais juste après, du coup, il s'est rendu compte de l'intérêt de l'activité et il a préféré la garder pour lui, la développer pour lui, notamment pour les JO, pour commencer. Et puis voilà, donc j'avais pratiquement, en fait, c'est le propriétaire qui me lègue déjà ces deux biens en sous-loc. C'est le même propriétaire qui a été très content de ma gestion tout au long de 4 ans et qui m'avait promis ce bien-là qui était en rénovation et puis extension, etc. J'avais pratiquement tout préparé pour commencer. J'avais même fait les plans moi-même pour l'aider dans sa réhabilitation. Et puis au final, il a compris, il a compris l'intérêt, les bénéfices de la société, il a senti le truc et il a préféré garder cet immeuble pour lui. Donc oui, faut pas trop les impliquer. Ça, c'est un très bon conseil de la part de Samia. Oui, oui, complètement. ok. Et Et juste pour Léa? revenir Ouais. pardon, vas-y, Joël. Non, je voyais deux mains levées, c'est pour ça. Non, juste pour revenir à ta situation, Asna, du coup, vous n'avez pas signé de contrat parce qu'en général, moi, ce que je recommande, c'est que dès que c'est OK de signer un contrat avant de faire quoi que ce soit dans le logement et bien évidemment de mettre une clause pour pas que le propriétaire puisse résilier dès le début assez facilement, au moins nous laisser le temps d'exploiter et on va dire, de faire rentrer de l'argent et toute la sortie d'argent qui a pu être faite initialement, elle soit remboursée, quoi. Alors non, 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 on n'a pas signé de contrat parce que les biens à ce moment-là n'étaient pas encore prêts, c'était en travaux. Donc l'idée de me léguer ces biens-là, c'était oral, parce qu'on a un très bon relationnel et du coup rien n'était encore fini. Donc c'est logique de ne pas signer encore de contrat. Donc c'est tout à fait logique. Ça peut Voilà. être une promesse, par exemple. Une promesse mais Ouais. orale en fait. Une promesse Ouais. orale, ouais, Ok, Ok. oui, là, c'était dans une situation un peu particulière, je particulière. comprends. Et Exactement, ça me fait penser à un point important. Là, par exemple, en janvier, j'avais des réservations pour les JO, donc dans ce logement-là. Ce qui est ultra important et de le mettre aussi dans son contrat, c'est que si ouais. vous avez des réservations en cours, il faut bien que le propriétaire vous dédommage. Donc Bien là, sûr. en fait, moi, j'avais une superbe réservation pour les JO. Je peux vous dire que bah, du coup, j'ai pas accueilli les clients, j'ai annulé leur réservation et les propriétaires m'ont dédommagé aussi pour le montant. Je crois que j'avais même demandé peut-être un petit supplément
Je ne sais plus comment je m'étais débrouillée, mais en tout cas, voilà, je ne perdais pas d'argent. C'est ce qui était certain, c'est que je ne perdais pas d'argent. Et je crois que j'étais même un petit peu en bonus. Je ne sais plus comment je m'étais débrouillée, mais je crois que j'avais compté la commission. Enfin bref, j'avais compté un petit truc auquel n'avait pas fait attention. Et donc, du coup, bah, voilà. C'est que s'il y a des réservations en cours, les propriétaires, ils doivent vous dédommager. Donc ça c'est une garantie aussi, qui est ultra importante. Super. On prendra la question de Léa et Sylvain, et puis après, on arrêtera sur ces propos. Léa? Non, moi, c'est bon, Samuel vient de répondre. OK. Merci Yes. pour votre intervention. Alors, Léa, vous m'entendez? Yes, on t'entend, c'est bon. Yes, super. Merci pour vos interventions. Vous avez vraiment apporté pas mal de réponses et bien éclairci le sujet. Alors moi, concernant les coachings, Samia, est-ce qu'il y a une forte partie consacrée à la mise en situation, notamment face au comment aborder les propriétaires? Est-ce qu'il y a c'est très mis en avant lors des séances de coaching, aussi bien en groupe qu'individuel? Alors aujourd'hui, les coachings de groupe sont exclusivement réservés en fait, aux membres de la formation de Christopher Wengen. Donc, à côté de ça, je fais que des coachings individualisés. C'est vraiment du mentoring. Du coup, on aborde tous les sujets que vous voulez et on va dans le détail. Voilà, je vais vraiment dans... Le processus est quand même assez long entre le moment où on fait son étude de marché, on crée la société. Donc, je vous ai montré toutes les étapes. Et jusqu'au moment où on exploite le bien et on commence à louer, je vais vraiment sur tous les sujets, comment on met bien une annonce Airbnb. Il y a plein d'étapes en fait qui sont ultra importantes et des détails en fait. On se dit bon, c'est pas grave, c'est un petit détail, mais ça joue énormément pour que le projet cartonne. Donc bien évidemment que si toi ton point, le point qui est important pour toi, c'est vraiment le dialogue avec le propriétaire et comment trouver un bien, etc. Ben, bien évidemment qu'on va axer là-dessus. Et en général, dans les coachings individualisés, on parle souvent de ça parce que c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est comment convaincre le propriétaire pour récupérer l'appartement en sous-location. D'accord. Et est-ce que ça t'est arrivé déjà d'avoir des biens sans avoir à promettre monts et merveilles au propriétaire, juste en lui disant que la base, que le bien sera bien entretenu, que le bien sera, il sera, bonifié à la fin du bail. Et donc, du coup, tu as eu beaucoup de biens comme ça où tu as dû faire appel à un versement de 6 mois de loyer d'avance, par exemple. Dans quelles conditions tu as pu avoir ces biens, du coup? Alors moi, en fait, l'idée, c'est que les propriétaires, ils comprennent qu'on est des partenaires. Moi, je n'ai jamais proposé, et je déconseille de proposer 6 mois à l'avance. Si tu te rends compte que ton business ne fonctionne pas et que tu as déjà donné 6 mois de loyer et qu'au bout de 2 mois, tu te rends compte qu'il y a un problème avec la copro ou je ne sais quoi, c'est dangereux de faire ça. Donc moi, je ne promets rien du tout au propriétaire. Je lui explique tout simplement. En fait, c'est vraiment un discours, une attitude et un comportement à avoir auprès du propriétaire, au-delà des arguments que j'imagine vous connaissez pour la plupart. Au-delà des arguments, c'est vraiment une attitude et il faut être sûr de soi. Et ça se travaille. Franchement, ce qu'on dit, quel mot on le dit et avec qui on le dit, ça c'est super important. Et un autre point, si je peux t'aider, c'est vraiment de comprendre, qui on a en face de nous, qui est le propriétaire. Je vais te donner un exemple. Voilà, je vais prendre cet exemple-là. On va revenir sur le premier appartement. Le premier appartement, donc le cas pratique que je vous ai montré juste à l'instant, le propriétaire, en réalité, c'est lui qui m'a donné les pistes pour mettre en avant mes arguments. En fait, il faut savoir écouter. Le propriétaire, il m'a dit quoi? Il m'a dit, voilà, en fait, les locataires précédents, d'ailleurs, quand j'ai fait la première visite, les locataires précédents étaient encore dans le logement. Il me disait, voilà, en fait, j'en ai marre, en off, bien sûr. Quand on est sorti du logement, il ne m'a pas dit ça devant ses locataires qui partaient. Il m'a dit, voilà, en fait, c'est des jeunes étudiants, c'est un couple. Ils ne savent pas gérer. Le moindre petit problème, ils m'appellent. Ils n'ont pas arrêté de nous saouler. Il m'a dit ça. Il m'a clairement fait comprendre ça, que les locataires le saoulaient. Donc, en fait, le moindre petit truc, ils ne savaient pas gérer. C'était leur premier appartement en location.
en fait, il l'appelait alors qu'il y avait des choses qui n'incombaient pas du tout au propriétaire. Donc moi, bingo, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai mis en avant que je suis une société, que je suis une professionnelle et qu'ils n'entendront pas parler de moi. Que moi, s'il y a le moindre problème dans le logement, eh ben, je gère et qu'ils auront de la tranquillité d'esprit. Ils vont recevoir le loyer tous les mois et qu'ils ne vont pas entendre parler de moi. En fait, il y a plein d'arguments qu'on peut mettre en avant, mais il faut savoir celui qui va vraiment toucher l'interlocuteur que vous avez en face de vous. Ça, c'est le plus important. Voilà, je ne sais pas si ça t'aide à répondre à ta question. Oui, tout à fait. Merci. Bon, Je ne vous retiens pas plus. Allez, on avait promis 1 heure, on est à 2 heures. Je pense qu'on a fait beaucoup. Il y a eu pas mal de choses échangées. Vous avez beaucoup de tips. Maintenant, il faut mettre en pratique, je pense. Et merci Samia, en tout cas, pour voilà, tous tes échanges pratiques sur le sujet en question. Merci à vous d'avoir été, on va dire, voilà, studieux, à l'écoute et avec beaucoup d'intérêt. Et j'espère qu'on fera identiquement une autre fois. Peut-être que ce sera l'occasion de renouveler l'expérience sur une seconde session, peut-être dans le second semestre. On ne sait jamais. On verra bien comment on s'organise. Mais on touchera des sujets thématiques tout le long de l'année avec Cerclimo et on verra si les sujets portent intérêt. Merci à toi, Joël, pour toute ta analyse juridique et fiscale. C'était très intéressant. Je pense qu'on a appris tous plein de choses, moi également. Donc, c'était ultra intéressant. Et avec plaisir, on verra aussi en fonction de la demande. On pourra revoir les ateliers et proposer le replay. Et moi, éventuellement, mettre à jour certaines informations. Je pourrais, pourquoi pas, faire d'autres études de cas. Donc, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire en fonction de la demande que l'on aura aussi. Yes, avec plaisir. En tout cas, il y a encore pas mal de choses à dire. On vous dit à très vite et on vous souhaite, bien entendu, Joël, de nous retrouver, j'allais dire, le 28 à l'apéro du Cercle Imo qui se déroulera à Paris. Je vous enverrai les invitations dès demain. Sylvain? ouais, je voulais juste demander, en fait, pour cette année, tu n'as pas parlé de la cotisation Cerclimo, comment ça se passe, combien c'est Yes. Alors, j'ai pas renouvelé la cotisation, effectivement, comme à l'accoutumée, mais elle existe toujours. Elle est toujours de 360 € annuels. Le but du jeu, c'est qu'on organise des ateliers qui vous permettent d'être spécifiquement pris gratuitement pour ceux qui sont membres et donc forcément de bénéficier de tout ça tranquillement. Donc, la cotisation, elle existe toujours. Je vous renverrai le lien pour ceux qui sont là présents et ceux qui veulent cotiser, participer aux événements à titre gracieux par le biais de cette cotisation. Il n'y a aucun problème là-dessus. Merci Sylvain pour le de rien. Et pour le tu aurais petit rappel. moyen de le faire en facilité de paiement, genre mensuel ou dans 6 fois ou... Yes, je l'ai mis en place. La petite histoire, c'est que l'outil que j'utilise pour mettre en place cette facilité de paiement-là permet en gros aux gens de se désabonner à tout moment, du jour au lendemain. Je ne trouvais pas qu'il y avait intérêt de s'abonner juste pour 30 jours. Pour moi, il n'y a aucun intérêt. Enfin, il n'y a pas d'intérêt. Donc, je voulais qu'il y ait au moins un engagement. Et là, pour le coup, ce n'est pas pour forcer les gens à souscrire à un engagement annuel, mais c'est surtout que si je fais plusieurs événements dans l'année, je trouve que c'est plus optimal d'être là et de suivre ces événements-là plutôt que de vouloir souscrire à un abonnement mensuel uniquement. Donc oui, je remettrai ça en place, libre à celui qui souhaitera résilier, on va dire, sur 1 mois ou sur 2 mois de le faire. Mais moi, c'était justement, j'avais enlevé ce tarif-là mensuel parce que, en fait, l'outil que j'utilisais pour faire la mensualisation ne me permettait pas de maintenir les choses. Donc, Ouais, mais voilà. c'est le truc, je disais ça dans le sens où, tu sais, il y a peut-être des gens qui sont pas en capacité de payer 360 balles d'un coup, mais qui seraient capables de te lâcher 36 € par mois. Ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Très, très bonne idée. Je remets ça en place très, très vite et puis on diffusera ça sur le club le midi. Je vais juste rebondir. Je repensais à ce que tu me disais, Léa, avant qu'on coupe ce live. Éventuellement, parce que tu m'as parlé de coaching de groupe, si tu as en fait plusieurs personnes dans ton entourage qui sont intéressées en fait pour des coachings de groupe sur les mêmes thématiques, ça c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Je viens d'avoir l'idée, on me l'avait jamais soumise encore, mais effectivement, Yes. si vous êtes plusieurs à avoir les mêmes thématiques, on peut faire des coachings de groupe sur une thématique, avec grand plaisir. Et Parfait, merci.
Voilà. Essayons de voir si on peut réunir plusieurs personnes et puis on lancera ça. Un accompagnement plutôt en combo qui pourrait inclure aussi la partie fiscale en même temps et plutôt vous fournir des documentations qui sont plutôt intéressantes. OK. Bon, Sur ce, les amis, merci. Un gros bisou à vous tous et on se retrouve naturellement tous les jours comme à l'accoutumée, midi. Et puis, j'ai envie de dire le 28. Merci Samia, merci Joël, bonne soirée, enfin bonne nuit. Ciao. merci à vous. Ciao, Et à ciao. demain. Merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup. soirée. À la prochaine. Ciao. Bye. À la prochaine. Bye.